Eh bien, chers amis, toute l'équipe FIC est heureuse de vous accueillir pour ce petit déjeuner du Forum InCyber de la rentrée. C'est notre rentrée des classes et rentrée des classes sur un thème particulièrement fort parce que chacun sait que les crises cyber ne sont pas des phénomènes isolés, mais au contraire ont tendance à se banaliser et elle nous obligeait à réfléchir à la résilience de nos organisations, de nos institutions, de nos entreprises. J'allais dire dès le temps de paix, car on sait bien que un homme averti en vaut deux, une femme en vaut quatre. Et donc, si on est préparé à l'avance à la crise cyber, eh bien, on a plus de chances de s'en sortir. Et d'ailleurs, ce matin, ce panel est particulièrement bien choisi car il va nous permettre justement de voir toutes les facettes de cette crise, qui n'est pas simplement une crise technique, une crise sur les systèmes de traitement de données, une crise sur les données, une crise juridique avec les problèmes de notification. Mais je crois que c'est aussi une crise systémique et psychologique dans l'entreprise. Et je pense qu'on ne peut pas aborder la gestion de crise cyber et tous ceux qui ont géré justement ces crises cyber dans les entreprises, dans l'administration des collectivités territoriales, ont pu mesurer le choc sur les esprits, sur les personnes, sur les individus, à titre personnel ou à titre collectif. Il y a véritablement un séisme qui se produit quand une entreprise, une organisation est cyberattaquée. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut, quand on aborde justement cette gestion de crise cyber, bien faire la convergence entre les sciences dures, comme on dit, et les sciences humaines et sociales, les aspects psychologiques, les aspects RH qui sont très importants aussi dans la gestion de crise. Donc, je pense qu'il faut donc cette vision globale. Je pense que nos intervenants vont apporter justement cette vision globale, ce regard croisé avec leurs expériences. Et je remercie Charles Citroën qui va animer ce débat. Un grand merci, mon général, pour ce propos introductif. Donc, comme vous l'avez dit, on est ici pour aborder les crises cyber ou les crises ayant un fait générateur cyber dans toutes leurs composantes, en matière, par exemple, RH, en matière de communication, les aspects techniques, les aspects liés aussi aux enjeux de négociation. On a un panel très varié pour en parler. Je vais vous présenter de manière très succincte, mais n'hésitez pas à compléter lors de vos premières interventions de manière très brève cette présentation. Donc, si on démarre tout à ma gauche, on a d'abord Lilian Logera, ancien officier du GIGN et actuellement directeur de Solas. On a à côté de lui Jérôme Billois, associé chez Wavestone sur les questions de cybersécurité, de confiance numérique. Wavestone qui est la première structure ayant obtenu la qualification PRIS de l'ANSSI. À ses côtés, Stéphanie Ledoux, directrice et fondatrice d'Alsiconi depuis maintenant 5 ans et également réserviste opérationnel au sein du ComCyber. Thomas Desgardins, qui, on va en parler dans un instant, a été CISO au sein de Bouygues Construction et qui est actuellement coordinateur en charge de la cybersécurité au sein du groupe Bouygues. Emmanuelle Hervé, directrice, fondatrice depuis maintenant plus de 8 ans, il me semble, de HA Consulting. Et Vendry Kraft, qui est responsable forensique et réponse à incident au sein de l'Exfo, qui a également obtenu la qualification PRIS de l'ANSSI il y a quelques mois. Donc, j'aimerais démarrer ce débat avec vous, Thomas Desgardins, étant donné que vous avez cette expérience de victime. Donc, début 2020, vous êtes alors responsable de la sécurité des systèmes d'information de Bouygues Construction lorsque le groupe est victime d'une cyberattaque massive. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire un petit retour d'expérience sur cette crise, votre réaction lorsque vous apprenez la nouvelle et les premiers jours, les premières semaines qui suivent cette annonce? Bonjour à toutes et tous. Merci Charles pour l'introduction. Effectivement, victime. Alors, je me souviens très bien de la première minute. C'était le jeudi 30 janvier 2020 à 8h17. J'étais devant l'école de ma fille. On attendait que la porte s'ouvre et mon téléphone commence à sonner. Je vois la dizaine d'appels manqués déjà. Je comprends que ça va être une journée longue. D'ailleurs, ma fille dira à sa mère le soir, on va pas attendre papa, il va rentrer très tard aujourd'hui. Je rentrais vers minuit. Ce n'était que le début.
Donc effectivement, les premières minutes, on se rend compte que ça va être un temps long, mais on sous-estime ce temps long. J'y viendrai plus tard, mais ça dure très très longtemps. Que dire d'autre? Effectivement, on est dans un mode où on connaît mal finalement la situation au début, hein. La situation n'est pas totalement inconnue, mais mal connue. Je me souviens, les premiers appels, c'est vers la directrice risque et assurance pour activer la cyberassurance. Et je lui ai dit, écoute, Zahila, je crois qu'on est victime d'une cyberattaque en Asie. Alors, c'est pas l'Asie qui était ciblée, c'est tout le groupe Bouygues Construction, hein, c'est 60 pays, 3000 serveurs, 60 000 collaborateurs à l'époque. C'est juste que l'Asie était debout et pendant la nuit du mercredi au jeudi, eux travaillaient, donc ils ont vu leur système tomber. C'était les premiers alertés. Donc au début, on ne sait pas trop ce qui se passe, on est un peu dans le flou et c'est un peu ça qu'il faut gérer effectivement cette incertitude et c'est pas simple. Après, l'introduction était très très bien, effectivement, je peux insister, c'est un vrai traumatisme pour tous et toutes. Des personnes sont en sidération, mais réellement complètement dépassées, submergées par l'émotion, par l'instant. Et finalement, très rapidement, l'action nous rattrape. On a, je le salue encore, le CTO à l'époque qui a pris 2 grandes décisions d'entrée de jeu. Entre 7h30 et 8h du matin, il a décidé d'isoler Bouygues Construction. Il a décidé d'arrêter tous les liens Internet, tous les liens VPN, mettre Bouygues Construction en mode isolé dans le noir pour essayer d'enrayer l'attaque et surtout éviter une propagation à des partenaires, à des clients ou à d'autres structures. Bon, finalement, le verre était dans le fruit déjà. Donc, 8h45, quand j'arrive sur site, c'est là où il prend la deuxième décision. On arrête le système d'information. Donc là, on arrête les 3000 serveurs. Alors, pas comme la légende urbaine, je fais passer, on n'arrache pas les câbles électriques, mais on appuie sur le bouton. On n'a pas le temps de se connecter au serveur, de faire un shutdown propre, etc. On appuie sur les boutons et on éteint tout. Pour nous, ça a bien marché. Je ne dis pas que c'est la science absolue, mais en tout cas, dans notre attaque, ça nous a sauvés. Donc ça, effectivement, c'est les premières actions. Donc tout de suite, l'action est là, on n'a pas le temps de se perdre. Et après, on a eu, alors, je dirais une direction générale qui a été très bienveillante et qui nous a guidés, qui nous a donné les premières priorités. Je rappelle, 30 janvier, donc fin du mois, paye des collaborateurs. Sur les 60 000 collaborateurs, 6 000 n'ont pas encore reçu leur paye. Donc la première priorité du PDG, c'était on paye les collaborateurs. On ne va pas rajouter une crise sociétale à la crise IT, à la crise cyber. Donc vous avez 4 jours, vous avez jusqu'à lundi soir, pour remonter le système d'information RH et payer les collaborateurs. On a réussi le dimanche soir, presque en pleurs, en se tombant dans les bras, mais on a réussi à remonter le système, alors isolé, donc les CRP Pay qui étaient à Nantes, Lyon, ont pris un TGV le lundi matin pour venir à Guyancourt pour faire les payes, mais tout de suite dans l'action. Et la deuxième priorité, pour être aussi dans cette action, c'est ne pas arrêter les chantiers. Donc, Bouygues Construction, son activité cœur, c'est construire des immeubles, des hôpitaux, creuser des tunnels. Donc, il fallait payer les fournisseurs parce que même s'ils comprennent qu'on est dans une situation critique, qu'on n'a plus de système d'information, au bout d'un moment, il faut un bon de commande SAP. Donc, il va falloir le sortir. Et puis, surtout, approvisionner, amener le matériel. Le chantier n'est pas autonome, il doit être livré en toupie de béton, il doit être livré en matériel, en électroportatif, etc. Donc, tout de suite dans l'action. Et après, c'est un temps long. Et est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de l'organisation des équipes en interne au cours des premières semaines de la crise, par exemple, et est-ce que vous avez fait appel à des ressources externes? Alors, en termes d'organisation, tous les collaboratrices de la DSI avaient été formés aux méthodologies agiles. Je dirais clairvoyance du management. Donc, très rapidement et immédiatement, on a basculé en mode agile. Donc, plus de hiérarchie, on passe plus par le manager pour valider une décision, quoi que ce soit. On a une cellule décisionnelle au niveau de la direction générale, avec une interface à directeur et directrice de crise vers la cellule opérationnelle, et on est organisé en stream. À la fin, je crois qu'on a compté entre 35 et 36 streams différents. Un stream pour remonter l'Active Directory, un stream pour le réseau, un stream pour les données, un stream pour le MFA, un stream pour les chantiers. Donc voilà, plein de choses. Ce qui fait que toute la DSI s'est organisée comme ça. Et après, effectivement, il y a des sujets de ressources. Donc, alors je dirais, bon ou mal, on avait déjà subi quelques crises cyber plus restreintes quand même, mais on a tout de suite eu le réflexe de partir dans une organisation 3-8. Donc, dès 10h du matin, on a dit, toi, tu rentres chez toi, tu reviendras à 2h du matin. Ça tient pas longtemps. Ça tient pas longtemps parce que les équipes s'épuisent. Je l'ai dit, c'est un temps long, donc c'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. Ça, tout le monde le sait. Sauf que le marathon, vous allez courir à la vitesse du sprint. Voilà, tout le monde va vouloir aller très très vite, et donc il faut déjà savoir
freiner un peu les collaborateurs et surtout anticiper cette gestion humaine. Donc, on s'est organisé en 3-8, effectivement, mais on s'est aperçu au bout de quelques jours que la période de la nuit profonde, 2h, 6h du matin, soit les experts sont partis se coucher parce qu'ils sont un peu fatigués, soit ceux qui restent sont extrêmement fatigués et les experts ne sont pas là pour répondre aux questions. Donc, au final, on a très vite changé notre organisation pour renvoyer les gens chez eux la nuit, sauf sur certains mécanismes, certains streams très factory, les serveurs factory qui remontaient des serveurs à la chaîne, les PC à la chaîne. Donc, ça, ce sont des activités procédurées. Ils ont juste à suivre une checklist. Donc, il n'y a pas de réflexion, de stratégie à avoir. Donc, celle-là, effectivement, ces organisations ont continué en 3-8. Mais les autres, après, très rapidement, on s'est dit, vous ne travaillez plus la nuit profonde, vous prenez une journée de congé, enfin une journée de break, une journée de break. Beaucoup de congés ont sauté, forcément. Une journée de break, puis après 2 jours consécutifs. Voilà. Pareil, l'organisation de crise, s'adapte. Au début, nous avions une crise toutes les 4 heures. Puis après, on a espacé toutes les 6 heures, toutes les 8 heures, tous les jours, etc. Mais ça sur des semaines et des mois, bien entendu. En termes de ressources, voilà, comme je dis, il faut beaucoup de ressources. Donc, la crise des 48 premières heures, c'est les équipes de prod, IT et la cyber, grosso modo, qui sont à pied d'œuvre, qui essaient de remonter, comprendre ce qui s'est passé, remonter les premières briques. Ça ne suffit pas. Dès le samedi matin, c'est toute la DSI qui s'est mise à pied d'œuvre. Et je dirais, autant il y a des gens en sidération qui s'y remettent, autant il y a des révélations. Moi, je me souviens de personnes. Un responsable, je dirais, architecture data dans les bases de données, qui a été le leader du stream MFA. Il n'avait jamais fait de MFA de sa vie, et pourtant on demandait à un bon organisateur de leader les streams avec des bons experts, une responsable outil collaboratif qui a mis en place le processus d'audit sécurité applicatif. Donc voilà, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Et on a la chance dans le groupe Bouygues, on a une communauté qui s'appelle Bytech, qui sont toutes les équipes IT du groupe Bouygues. Donc à l'époque, Bouygues Construction, bien entendu, Bouygues Immobilier, Colas, TF1 et Bouygues Télécom. Et des gens, spontanément, ont dit à leur management, mon dimanche, je vais le passer chez Bouygues Construction pour les aider. Donc déjà, ça fait du bien. Mais même avec toutes ces bonnes ressources, ça ne suffit pas. Et là, ce que je veux partager, ce n'est pas de nous, c'est, je dirais, un autre RSSI qui est venu passer un peu de temps avec nous sur son dimanche pour nous donner quelques bonnes astuces. Un RSSI rompu à l'exercice des crises cyber, s'il nous écoute, je le salue encore, qui nous a dit, on avait créé une cellule ressources. Donc en fait, on est organisé en stream, quinzaine, vingtaine, trentaine de streams qui tournent en parallèle, avec un leader de stream et des experts. Les experts se fatiguent, les experts manquent de compétences à un instant T, donc il faut trouver des ressources supplémentaires, soit dans les ESN du marché, soit dans les entités, peu importe. Plutôt que le leader du stream quitte son stream et du coup appelle toutes les ESN à la recherche de la perle rare, il venait avec un petit post-it, oui, investissez dans beaucoup de post-it. Il venait avec des post-it vers 5 personnes qui étaient dédiées à ça. J'ai besoin d'un expert firewall, 3 ans d'expérience, connaît le réseau, etc. Et ces personnes-là appelaient toutes les ESN de France et de Navarre à la recherche de la perle rare. Ensuite, gérer l'accès de cette personne. Parce que si on n'a plus de système d'information, on n'a plus l'application pour déclarer les visiteurs. Donc, il faut appeler le poste de garde pour lui dire telle personne de telle société va arriver tel jour à telle heure avec telle voiture, telle immatriculation. Et dans ce cas-là, je pense que les experts pourront confirmer, les experts qui viennent nous aider sont payés à l'heure d'intervention. Donc, il faut pointer à quelle heure ils arrivent, pointer à quelle heure ils repartent. Et donc, toute cette gestion organisationnelle est gérée par une cellule ressources dédiée pour laisser du temps aux experts de réfléchir, de travailler et pas gérer cette partie organisationnelle. Merci pour ces informations. Et donc maintenant, j'ai une question notamment pour Jérôme et Vendry. À partir de quel moment des acteurs comme vous, des acteurs donc de la réponse à incident, interviennent sur une crise comme celle de Bouygues Construction? Et également une question pour Emmanuel Hervé, parce qu'il me semble que vous étiez impliqué dans cette crise touchant le groupe Bouygues au niveau stratégique. Donc n'hésitez pas à compléter les propos de Thomas Desgardins. Alors, on intervient le plus tôt possible à partir du moment où on est aussi appelé, soit en direct par nos différents clients, soit par les assureurs, avec une logique d'être capable de se mobiliser très vite aussi. On a des équipes qui justement sont en 24/7 et sont en capacité à se mobiliser en quelques heures pour aller sur le terrain avec 2 grands types de compétences, des compétences techniques d'investigation numérique, parce que souvent dans les premiers moments, il faut comprendre ce qui s'est passé pour savoir comment on va agir. Donc là, ça nécessite très rapidement, dans un contexte vraiment complexe,
où les gens sont parfois en panique, où on n'a plus de système d'information, où on n'a pas accès au log, on a accès à rien, quoi, quasiment. D'essayer quand même de comprendre ce qui s'est passé, de prendre une machine, de l'analyser, d'essayer de comprendre aussi comment le réseau fonctionne pour remonter ce fil et avoir une première idée de la menace qui touche l'entreprise. Alors, des fois, c'est facile, et des fois, ça l'est beaucoup moins. Et le deuxième axe, c'est celui que Thomas évoquait, sur lequel on arrive rapidement, c'est l'organisation de la gestion de crise. Là, on voyait qu'il y avait quand même, chez Bouygues Construction, un peu d'habitude et puis des bons réflexes, et voilà. Voilà. Mais souvent, les entreprises ne sont pas préparées à ça. Et donc, le fait de justement se dire, on met en place les réunions de crise, 11h, 19h, on met en place la cellule ressources évoquée, on met en place justement aussi tout le suivi RH. C'est très important, par exemple, de mobiliser les équipes RH plutôt que de les renvoyer chez elles, et parfois même la médecine du travail, pour faire le suivi individuel de chacun et savoir comment est-ce qu'ils se sentent pendant la crise, est-ce qu'il faut justement prévoir des backups, des ressources, etc. Et puis derrière, les 30 streams, il faut quand même les animer. Qu'est-ce qui est attendu de chaque stream, et surtout, le gros problème, c'est que les streams travaillent bien verticalement, mais à un moment, pour remonter l'AD, on a besoin d'une zone réseau, et pour remonter l'AD, on a besoin d'un serveur, et donc il faut quand même que les streams arrivent à travailler en transverse. Et donc, on n'est plus dans les processus lents de l'entreprise classique. Il faut vraiment qu'on mette en place des modes de travail rapides. Moi, je dis, c'est assez frappant. On arrive souvent dans les périodes de crise à faire en un jour ce qu'on fait habituellement en un mois, en termes de délai. Voilà. Et donc, il faut mettre cette vitesse-là. Et clairement, il faut aussi construire une organisation qui va tenir dans la durée. Donc voilà, on arrive vite, on arrive avec des méthodologies de l'aide, des choses qu'on a l'habitude de faire pour essayer que ce soit le moins douloureux et le possible, et le fait que ça dure, que ça tienne dans la durée, parce que c'était exactement dit, hein, c'est un vrai marathon, voire un Ironman, voire un ultra trail, voilà. Donc c'est quelque chose à prévoir, quoi. Voir tout ça à la fois. Il y a un aspect aussi que je compléterais, c'est puisqu'on aborde les parties prestataires externes, nous on arrive sur des SI qu'on ne connaît pas. Alors on connaît plein de briques, on connaît les choses indépendamment les unes des autres. Par contre, on arrive sur un SI qui est souvent sinistré, et surtout qu'on ne connaît pas. Et donc il y a une phase aussi où on s'appuie beaucoup sur les équipes. Et c'est pour ça que dès le début, on va préciser qu'on a besoin des équipes opérationnelles et IT qui sont chez le client, chez la victime, au moment de l'incident, puisque nous, tout seuls, on ne pourra pas être efficace. Lorsque le commanditaire nous dit j'aimerais que vous bossiez ce week-end, on leur dit vous avez une équipe ce week-end sur place. Ah non, mais vous pouvez bosser. Non, nous, on ne peut pas bosser. Donc il y a ça aussi, on essaye de s'interfacer au mieux avec les équipes, de les rassurer, de dire qu'on n'est pas là pour juger, on ne cherche pas de bouc émissaire, on ne cherche pas à taper sur les doigts de quelqu'un. On évite de créer une crise RH au-dessus de la crise IT. Et on essaye, notre but principal, c'est de rassurer le client et le fait qu'il reparte le plus vite possible en production. Alors, oui, bonjour. Moi, je voulais juste compléter un petit peu, parce que mon métier, c'est pas la technologie ou la tech, hein, du tout. Nous, on fait de la gestion de crise généraliste, enfin, plus, disons, stratégique. Et moi, j'arrive 2 jours après. J'arrive 2 jours après à Challenger, donc chez Bouygues Construction, et je vois un peu Marilus, enfin, je descends un peu sur les équipes IT. C'est en fait, pour quelqu'un dont c'est la première fois, enfin, qui voit, il y a 100 personnes, 150 personnes, 200 personnes. Il y a une espèce de ruche absolument incroyable, avec des niches et des post-it partout, et des gens qui disent des trucs auxquels je comprends rien. Donc voilà. Et ce qui m'a frappé dans cette situation, c'est que moi, je remonte au COMEX, je vais faire la tournée des popotes, le directeur juridique, le DRH, le PDG, l'assurance, la com, puisque j'essaye de monter en fait une cellule de crise au niveau stratégique. Et là, j'ai des gens totalement sidérés en fait, qui ne prennent pas la mesure du temps que ça va prendre, et qui se disent il y a des gens, plein de gens, on a mis plein de moyens, l'IT, ils vont nous refaire redémarrer le truc, quoi. En fait, ils ont dans l'idée, les COMEX, souvent, ils ne comprennent pas grand-chose, et ils se disent, c'est on-off. En fait, ils vont réappuyer sur un bon bouton, puis ça va marcher.
Et donc, j'ai passé la première journée à les voir un par un, à leur dire quels sont vos enjeux majeurs. Ça va durer 3 semaines, 3 mois, enfin, ça va être très long. Donc, on se réorganise. Est-ce que vous avez fait tous vos scénarios défavorables? Est-ce que vous n'avez rien fait du tout? En fait, ils attendaient. Ils étaient là devant leurs écrans noirs. C'était lunaire, en fait. Les gens erraient dans les couloirs avec des écrans noirs un peu partout et n'avaient pas du tout pris la mesure de la chose. Donc, c'est juste que voilà, ce petit détail que je voulais partager avec vous. Merci Emmanuel. Et Stéphanie, je sais que vous avez parfois un rôle de coordinateur externe dans le cadre de ce type de gestion de crise. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre rôle, votre vécu et aussi la manière la plus efficace pour vous d'assurer une bonne gestion humaine dans le cadre de ce type de crise? Alors effectivement, on intervient aussi en coordination. Il y a pas mal de choses qui ont déjà été évoquées par mes collègues. La première chose, je dirais, c'est de faire en sorte de mettre de l'huile dans les rouages et utiliser du mieux possible toutes les ressources qu'on a à disposition. Parce que ce sont des ressources très précieuses, comme on l'a évoqué. À un moment, on ne peut pas faire travailler tout le monde 48 heures d'affilée. Et du coup, on n'a pas une minute à perdre. Et il ne faut pas qu'on perde du temps en étant désorganisé, en n'étant pas hyper focus sur ce qu'il y a à faire. Donc, la première chose, c'est vraiment de mettre de l'huile dans les rouages, de venir effectivement rassurer et faire beaucoup aussi d'accompagnement sur le fait que ça ne va pas redémarrer demain, clairement, et que ce n'est pas parce qu'on a peut-être appuyé sur un bouton pour éteindre que ça va redémarrer aussi rapidement. Il y a un autre rôle qui est quand même celui aussi d'accompagner dans la prise de décision, parce que ce qu'on observe beaucoup, c'est des décisions qui sont prises de manière vraiment hâtive. Donc, dans certains cas, c'est utile et ça permet de sauver l'entreprise, mais notamment sur la stratégie de gestion de crise au long cours, quand on pense à des aspects communicationnels, à des aspects juridiques, etc. Prendre des décisions à la hâte sans s'entourer des bons experts, c'est pas forcément toujours un choix très judicieux. Et donc, nous, on est aussi là, je pense tous, avec l'expérience qu'on peut avoir en gestion de crise pour faire en sorte de ne pas prendre de décision à l'emporte-pièce, de ne pas tomber dans le piège des biais cognitifs, tous ces fameux filtres-là qui vont complètement perturber notre prise de décision parce qu'au final, on va voir que ce qu'on a envie de voir, savoir la lumière au bout du tunnel. Et puis, je dirais qu'on a aussi un rôle qui est évolutif au fil de la crise. Comme tu l'évoquais tout à l'heure, au démarrage, il faut que ça file, il faut que ça y aille, mais on se rend bien compte qu'il y a une forme de compréhension qui s'installe face à une crise cyber, mais au bout de 10-15 jours, cette compréhension de l'écosystème, des collaborateurs, etc., clairement, elle s'effrite un peu. Et je pense que c'est aussi notre rôle de coordinateur / conseil de venir aussi préparer les équipes à ça, parce que là où au début, il y a beaucoup de sympathie, vous l'évoquiez, des collaborateurs d'autres entreprises viennent aider, et ça, nous, on le voit très souvent, des certes, d'autres entreprises se mobilisent, etc. Mais au bout d'un moment, là, bon, c'est bon, là, par contre, nous, on voudrait être réglés, qu'est-ce qu'il en est de nos données, et finalement, pourquoi moi, je peux toujours pas revenir travailler correctement. Et donc ça, il faut vraiment aussi l'accompagner parce que pour les équipes, c'est très difficile. Et ça participe aussi à cette bonne gestion de l'humain parce qu'au début, il y a beaucoup d'adrénaline, ça porte tout le monde. On n'arrête pas de faire des références au sport. Pour ceux qui font de la course à pied, c'est un peu comme au marathon, arrivé au 30e kilomètre, quoi. Bam, on se prend le mur. Voilà, tu as fait bam en même temps, le fameux mur. Et nous, on est justement là pour aider ces différents passages et éviter le bam et faire en sorte que voilà, tout ça fonctionne du mieux possible. Merci Stéphanie. Lilian Logera, une gestion de crise se prépare aussi en amont. Comment faites-vous pour acculturer, par exemple, un acteur privé à la gestion de crise? Alors, quand on parle de gestion de crise en entreprise, il y a 2 termes qui sont antinomiques, c'est culture et préparation. Alors, la culture de gestion de crise en France, je pense qu'aujourd'hui, elle n'existe pas vraiment. Je parle dans le secteur de l'entreprise. Indéniablement, il y a une culture de gestion des risques. Le risque cyber en fait partie parce qu'on en parle, il y a des réponses. Mais la culture de la gestion de crise, on a encore pas mal de travail à réaliser. Alors, pour cela, il y a plusieurs constats qu'on a déjà partagés. Le premier, c'est que quand vous avez en face de vous un dirigeant ou l'équipe dirigeante, ils vont vous répondre, bon, à quoi ça sert? Parce qu'on a des plans, donc on en parlait, il y a l'expérience qu'on peut tous avoir, c'est qu'un plan, il est préparé à un instant donné, et quand on le déroule le jour J, on se rend compte qu'il n'est pas mauvais, il n'est pas complet. Donc il va falloir compléter avec quelque chose, ça s'appelle la gestion de crise, premier point. Le deuxième point, ils vont vous dire, on n'a pas le temps, parce qu'on est tous occupés à être trop occupés, donc on n'a pas le temps. Et bon an, mal an, ils vont vous donner 3 heures. Alors je vais revenir sur l'image que vous prenez, et je la prends aussi, c'est que si on décide de courir un marathon en s'en donnant 3 heures par an, je ne suis pas certain qu'on arrive jusqu'au bout. Donc, là, on commence à avoir des vraies difficultés. Alors, comment on fait pour essayer de faire prendre conscience? Alors, quelques
quelques points que nous, on utilise et que sans doute d'autres utilisent également. Le premier point, c'est de se dire, et surtout la cyberattaque est l'exemple même, c'est que dans les entreprises, vous avez aujourd'hui un acronyme que j'adore qui s'appelle les indicateurs de performance et les fameux KPI. Vous arrivez le 30 décembre, c'est l'exemple que je prends avec tout le monde. Le 30 décembre, tous vos indicateurs de performance sont au vert, vous avez une cyberattaque, tout passe au rouge du jour au lendemain. Qu'est-ce que vous faites? C'est binaire la gestion de crise. Il ne faut pas oublier, c'est que vous êtes prêt ou vous n'êtes pas prêt. Quand vous êtes prêt, bien, même si c'est difficile, on va parler de marathon, d'ultra-trail et autres, si vous avez entraîné un minimum vos individus, vos équipes et votre organisation en interne comme en externe, vous avez peut-être des chances de vous en sortir. Si vous n'êtes pas prêt, c'est fini. Premier point. Deuxième point, c'est de se dire, c'est pas en 3 heures qu'on va être capable de former. Donc, il va falloir travailler dans le temps. Il faut travailler sur trois éléments. Le premier, c'est l'individu. Vous avez parlé du choc. Nous, il y a un phénomène sur lequel on travaille beaucoup. Il y a plein de termes, comme ils ont essayé, les biais cognitifs et autres. Nous, on travaille sur un phénomène très simple, c'est que l'individu ne peut gérer une crise que s'il l'accepte. Donc, il va falloir mettre tout en place en amont, pendant le temps de paix, pour se dire, voilà, tu es prêt à gérer la crise, quelle qu'elle soit. Même si au départ, il y a un effet de choc, sidération, de déni, d'émotion, temps de latence ou autre, il va arriver un moment ou un autre où l'individu sait, maintenant, mon rôle, je le connais, je sais ce que j'ai à faire et en avant. Premier point. Deuxième point, on parlait des équipes de gestion de crise. Les fameuses cellules de crise, qu'elles soient techniques ou autres, hein, quel que soit le niveau. C'est un autre mode de fonctionnement. On va aller beaucoup plus vite que d'habitude. Donc, s'il n'y a pas de pilotage, on ne sait pas où on va. Hein. Il y a un adage qui dit, si je ne sais pas où je vais, je suis sûr d'arriver ailleurs. Où est-ce qu'on va? Et le troisième point sur lequel on travaille énormément avec les organisations, c'est toute l'organisation globale qu'on va mettre en place. Tout ça, comment on peut y arriver? Il faut mettre en place un totem. Alors, on peut l'appeler comme on veut, des méthodes, des organisations. Il faut quelque chose qui, à un moment, quand on parle dans l'entreprise, tout le monde comprenne qu'on a basculé dans un changement de posture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le vrai challenge qu'on a tous, c'est préparer les individus, les équipes, les organisations à passer dans une posture dérogatoire. Cette posture dérogatoire, elle s'appelle la gestion de crise. Et en gestion de crise, je le répète pour tous ceux qui n'ont toujours pas compris, on va créer un modèle de réponse qui n'existe pas. On va créer tous ensemble un modèle de réponse qui n'existe pas. Et dans la crise cyber, ça a été cité, et dans plein de gestions de crise, tout ce qu'on a prévu, OK, il y a des choses qui ont fonctionné. Après, il y a plein d'experts qui vont se mettre autour de la table et dire voilà ce qu'on peut faire, voilà ce qu'on ne peut pas faire. Et après, il va falloir travailler. Et c'est cette culture qu'il faut mettre en place. Et la première des cultures, c'est mettre tout le monde derrière ce totem, le dirigeant, ses managers, ses collaborateurs et tous les prestataires externes pour que tout le monde parle le même langage. Merci pour ces points. Donc, depuis le début de nos échanges, on a parlé de beaucoup d'acteurs différents au sein des entreprises privées. Et j'ai une question à présent, peut-être pris en priorité pour vous, Emmanuel et Stéphanie, sur la façon d'embarquer sur le long terme des acteurs aussi différents, par exemple qu'un codir, que des juristes d'entreprise. J'ai envie de dire que la première organisation dans l'entreprise à embarquer, c'est le PDG. On va commencer par là, en fait. C'est la prise de conscience. Il faut un sponsor très fort. Il faut de l'exemplarité, comme dans tout. Mais si vous avez un DIRCOM qui décide de faire de la gestion de crise dans son coin, ou le directeur juridique qui se dit tiens, il faudrait faire quelque chose, tant qu'il n'a pas embarqué la tête et que le patron de la boîte n'a pas pris conscience que même lui avait besoin de s'entraîner, on va bricoler, en fait. On va bricoler. Alors, comment on fait? Moi, j'ai tendance à toujours attaquer le sujet par l'enjeu, en fait. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il des militaires? Mais quel est l'enjeu majeur? Et à partir du moment où il y a une compréhension sur ce qu'il risque, en fait, lui-même, alors après, il y a plusieurs types de PDG et ils sont une humilité, disons, à géométrie variable, et il y a ceux qui croient qu'ils savent. Alors ça, c'est un peu les pires, mais il y a aussi des moyens de convaincre ces gens-là, doucement, subtilement. Il faut toujours prendre les choses, évidemment, par la bande. Et je trouve que la meilleure, et on en fait, enfin, on en fait régulièrement, et on en fait aussi, c'est de les driller, en fait. De se dire, bah, écoutez, OK, on va vous mettre en situation pour vous faire un petit entraînement. On leur dit pour entraîner votre codir, hein, pas vous, bien sûr. Et là, quand on les drille, il ne faut pas qu'ils prennent le mur, parce que sinon, ils ne sont pas contents d'eux-mêmes et tout ça. Mais il faut qu'ils comprennent
qu'en fait, l'action réflexe et la méthode pourraient leur être utiles. Donc, il y a un moment, ils vont se planter, mais pas parce qu'ils ne sont pas brillants, parce qu'en général, c'est des gens brillants. Les COMEX du CAC 40, c'est des gens très, très brillants, donc ils se débrouillent, ils y arrivent toujours. Mais il va y avoir un truc, il va y avoir un moment où, par manque de méthodo, par manque d'outils, en fait, ils vont rater quelque chose, et parfois quelque chose de très important pour leur gestion de crise. Et donc, ils vont, comme ils sont malins, comme ils sont intelligents, ils vont dire « Ah ok, bon, je vois ton point, ok, on y va ». Et là, après, on peut préparer l'organisation, écrire des processus, entraîner les gens, driller tout le monde. Donc là, c'est gagné, en fait. Effectivement, tout ce qu'on observe aussi souvent, et c'est peut-être la grosse différence entre la gestion de crise en général et la gestion de crise cyber, c'est qu'on embarque des acteurs en interne qui se retrouvent à devoir piloter une crise sur laquelle, ou à laquelle ils comprennent rien, et sur un sujet en plus avec lequel ils se sentent pas concernés. Donc typiquement, tu parlais de juristes, de communicants, de prime abord, ils se disent la cyber, l'IT, c'est pas nous, c'est l'affaire de l'IT, quoi. C'est l'affaire de l'informatique, on entend encore dans certains cas. Donc la première chose, c'est déjà d'amener tout le monde à prendre conscience du rôle que chacun a à jouer sur ces gestions-là et sur ces gestions de crise. Et c'est pas parce que c'est du cyber que c'est que au RSSI de gérer. Et ça, on l'a encore très souvent. Ah nous, sur une crise cyber, c'est pas compliqué, c'est le RSSI qui pilote. Hein. Et donc après, on les amène. Ouais. Alors, généralement, les RSSI nous disent non, on est d'accord avec vous, poussez le message, c'est pas à nous de le faire. Donc effectivement, il faut amener l'organisation déjà à prendre conscience de tout ça. Et puis aussi, pour amener les acteurs à prendre leur rôle, c'est aussi tout simplement, on commence à parler un peu d'entraînement, de posture, de les amener aussi à adopter les bonnes attitudes. Je ne sais pas si on peut parler d'attitude, mais les bons réflexes face à cette situation-là. Typiquement, si je prends le cas des juristes, les juristes, jusqu'à présent, on leur demandait quand même de fournir des analyses très précises, très léchées. Ils avaient 3-4 jours, et ça, on l'a encore eu il n'y a pas longtemps, un directeur juridique sur une crise cyber qui nous dit « Très bien, je vous remettrai ma note dans 5 jours ». Et alors, j'ai vu tout le monde se décomposer autour de la table. Alors, écoutez, non, ça ne va pas être possible. Et donc, en fait, d'amener tout le monde à prendre conscience qu'on attend juste un partage d'expérience, une lecture de la situation à l'instant T. Si on prend les juristes, d'émettre un avis juridique. Et puis, les juristes, on arrive à les embarquer aussi en leur montrant que bien souvent, au début de la crise, tout ce qu'on a évoqué, c'est que pendant peut-être 24, 48 heures, voire plus, on est dans le noir complet. On parlait tout à l'heure de devoir conduire, d'aller quelque part sans savoir où on allait. Effectivement, on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas avec quel véhicule. Enfin, tout ça, ça commence à être un peu compliqué. Et parfois, le juridique, c'est le début de cadre dans lequel on va pouvoir s'inscrire pour commencer à avancer, pour commencer à répondre. Est-ce que je dois communiquer? Quel cadre, quel règlement s'applique? Quelles sont mes obligations par rapport à mes clients? Et tout ça, c'est déjà un début de réponse. Juste pour compléter exactement dans le sens de ce qui était évoqué à l'instant, une anecdote. Je me souviens d'une crise où justement le PDG voulait agir. Et il a fini en salle serveur avec les gens qui étaient en train d'essayer de restaurer les systèmes de sauvegarde. Et pendant des heures, il leur a demandé « Mais cette cartouche-là, on la met où? Qu'est-ce qu'on fait ?» etc. Les gars en face, ils étaient tétanisés en disant « Il y a le DG qui est à côté de moi, il ne faut pas que je dise la moindre bêtise. » Et en fait, ça a été hyper contre-productif. Et ce qui est hyper important dans ces situations-là, c'est justement de mettre en place, nous, ce qu'on appelle, c'est un peu le risque de la pyramide inversée. C'est-à-dire qu'il y a tout le management qui est là, qui a tout son temps, et vous avez en bas de la pointe de la pyramide 2 experts qui sont capables de remonter le serveur. Et en fait, ils ont une pression de dingue, des ordres contradictoires parce que telle personne veut ci maintenant, telle personne veut ça maintenant. Donc, ce qu'il faut, c'est les protéger. On met un bouclier. Et c'est souvent un peu le rôle qu'on joue aussi, parce que nous, on a moins peur de dire non, on a moins peur de dire « Ah non, c'est pas comme ça, on a décidé quelque chose d'autre ». Et ça, c'est hyper important pour pas que la crise, elle parte dans tous les sens. Une question à présent sur les exercices de simulation. Quelle méthodologie pour ces exercices et est-ce que vous faites du sur-mesure? Alors, on fait beaucoup d'exercices et j'ai envie de dire, sur la partie à froid, c'est le gros du boulot. Quand on fait un exercice, en particulier de cyberattaque, on fait des exercices sur toutes les situations de crise, c'est vraiment un moment où, justement, le codir prend conscience de la totalité de la difficulté de la crise cyber, à la fois des sujets d'IPO, CNIL, amende, des sujets, mais que vont dire mes clients si leurs contrats ou les plans ou je ne sais quoi sont dehors, de la com,
parce qu'en fait, c'est une crise pour laquelle la cyberattaque, c'est, j'ai envie de dire, c'est aujourd'hui, on sait très bien comment il est utile de communiquer dans plein d'autres crises, que ce soit, je sais pas quoi, un mur qui tombe, un suicide sur le lieu de travail, une pollution, enfin bref, on peut hésiter beaucoup plus sur quand, comment, qu'est-ce qu'on dit. La cyberattaque aussi aujourd'hui, c'est assez normé parce qu'à partir du moment où les gens voient que vous êtes cyberattaqué, bah, vous allez essayer d'être un peu proactif sur votre com. Donc, il y a le premier CP, OK, voilà la situation. Un deuxième, on est en train de réparer, on est en train de faire tout ce qu'il faut pour. Et un troisième, fin de crise. Enfin, c'est un peu classique. Donc, pour revenir aux exercices, j'ai envie de dire, on a 3 grands types. Un exercice qui est assez court, hein, justement, tu disais, il nous donne 3 heures, bon, hein, 3 heures, OK, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis l'idée, c'est aussi de former un maximum de gens. Si vous êtes dans le drill classique, donc vous ouvrez une cellule de crise, vous allez former vos membres permanents, enfin 8 personnes, 9 personnes. Mais quid des autres, en fait, les suppléants, tous les experts qui ne sont pas venus sur cette crise, on va avoir du mal. Donc en fait, j'ai envie de dire l'exo le plus basique et qui convient à toute la population des membres de cellules de crise, c'est l'exercice sur table, le fameux tabletop. Nous, on en fait énormément. Ça prend 3 heures tout compris. Et c'est coaché, donc en fait, c'est guidé. Il va y avoir un coach par table, hein, par 6-7 personnes, et on les oblige à suivre la méthode. Donc ça, c'est très intéressant parce que en fait, ils peuvent pas partir dans tous les sens, ils sont obligés d'apprendre, puisque sinon, je passe pas à la slide suivante, qui est l'événement suivant. Et donc ça, c'est vraiment le premier niveau. Et puis quand ça, c'est bien acquis, bien compris, on peut passer au drill. Et là, le drill, c'est forcément 4-5 heures, et on va jouer toutes les parties prenantes extérieures, même parfois on va jouer le headquarter, on va jouer les syndicats, on va voilà, et en particulier les médias. On va avoir un simulateur de réseaux sociaux qui les met vraiment en condition, puisqu'ils peuvent même répondre avec leur profil à eux sur les réseaux sociaux. Et on teste aussi l'alerte, hein, par là. Donc, on injecte une alerte dans l'entreprise à 8 heures du matin. On voit combien de temps ils mettent pour armer la cellule, etc. Et ensuite, on va vraiment ils vont être sur un feu roulant, hein, puisqu'on accélère évidemment par rapport au temps réel. Et on teste aussi on leur fait comprendre par le fait que ça dure 3-4 heures, qu'en fait, la crise, ça fatigue, exactement ce que tu disais. C'est que même au bout de 4 heures, en fait, ils se disent « Ah, mais ça s'arrête quand, en fait? J'en peux plus ». Et donc, ils prennent conscience de « Ah, c'est pour ça qu'on a des suppléants, en fait, dans le plan de crise. C'est pour ça qu'il faut changer de bordée, qu'il faut être capable de bouger ». Donc ça, j'ai envie de dire, c'est l'exercice le plus classique. Qui permet d'entraîner l'action réflexe, donc vraiment d'entraîner les équipes. Et après, on a l'exercice grand ampleur, donc le GA. Le grand ampleur se fait en partenariat, en fait, souvent avec les autorités. Donc, quelle que soit l'autorité en fonction du sujet. Et là, on fait, en général, on l'appelle grand ampleur parce qu'on fait vraiment bouger les choses. Alors, en cyber, on plante éventuellement quelques serveurs, enfin on enclenche véritablement les plans de continuité, etc. Et dans d'autres domaines, on va bouger les camions de pompiers, enfin, ou les hélicos, enfin on va être dans l'opérationnel également, pas que dans le stratégique. Voilà. Merci. Et Stéphanie, peut-être sur les exercices également? Oui, effectivement, dans ce qu'évoque Emmanuel, c'est un peu la notion de test unitaire aussi. C'est-à-dire on fait le tabletop, on teste des cellules les unes à côté des autres, alors on va plus loin avec le grand ampleur. Mais ce qui existe aussi et ce qui se fait de plus en plus, alors peut-être pour des organisations un petit peu plus entraînées déjà, ce qui est important, c'est vraiment de tester toute la chaîne de commandement, toute la chaîne opérationnelle, toute la chaîne décisionnelle finalement. L'unitaire, c'est bien, mais il faut faire des tests de bout en bout. Et c'est ça qu'on fait avec effectivement des tests de type grande ampleur. Et ce qu'on voit aussi beaucoup sur les exercices cyber, et ce qui est hyper important, c'est d'embarquer l'écosystème. Une entreprise, elle a un prestataire de réponse à incident à ses côtés, elle a son hébergeur, etc. Et en fait,
fait, sur le cyber, c'est aussi ça qui fait que demain, la gestion de crise va être bonne, c'est d'avoir les bonnes collaborations et là aussi de l'huile dans les rouages avec tout l'écosystème. Donc, les exercices les plus, enfin, en tout cas, ceux qui permettent de tester tout bout en bout, c'est vraiment ceux-là et c'est ceux sur lesquels on embarque toutes ces équipes. Et je rajouterais un exercice aussi dont on n'a pas parlé parce qu'on a évoqué tous les métiers. C'est les exercices opérationnels IT où on a vu que si jamais le management était mal entraîné, l'IT c'est mal répondre également. Et des exercices qu'on a pu faire du coup avec Stéphanie aussi où on embarquait l'IT sur plusieurs jours sur des cyber ranges pour simuler une vraie attaque qui monte crescendo et voir comment ils réagissent avec des décisions du COMEX qui ne sont pas forcément les bonnes. Nous, on sait, on les injecte, on les met en situation de stress avec une pression de la hiérarchie qui va les forcer à réinstaller un serveur alors qu'il ne fallait pas. On va essayer de leur faire prendre de mauvaises décisions, voir s'ils résistent un peu à cette pression-là parce que l'IT aussi a besoin de s'entraîner, a besoin de voir comment on change de mode de fonctionnement au milieu de la crise. Et puis sur ces exercices-là, ça permet aussi de tester toute la remontée d'informations. Ce qui fait aussi qu'une gestion de crise, elle fonctionne bien, c'est quand les bonnes informations remontent au niveau décisionnel, surtout quand le niveau décisionnel comprend bien tout ça et est en capacité d'apporter son aide et de venir soutenir les équipes opérationnelles et pas l'inverse. Un peu ce que tu évoquais tout à l'heure aussi, il faut pouvoir protéger ces équipes-là. Et tout ça aussi, on le teste parce que c'est bien gentil de venir dire à une équipe opérationnelle qu'il faut venir débriefer un COMEX, c'est pas toujours inné, c'est pas toujours naturel. Donc de venir vraiment travailler aussi tous ces éléments-là. Et on a eu un exemple hyper parlant sur un exercice de crise qui durait justement 3 jours. Et en fait, toute la gestion de crise a failli passer à côté à cause d'un mauvais briefing où ils avaient oublié un pas, mais qui changeait tout. Donc, c'était par exemple « il ne faut pas couper » qui a été transmis en « il faut couper ». Et donc, heureusement pour eux, c'était en exercice. Donc, à la fin de la première journée, on a pu rectifier le tir. Mais ça, ils se sont rendus compte, ils se sont dit effectivement, mais du coup, il faut absolument qu'on travaille tout ça, tout ce qu'on appelle le collationnement, la répétition, la reformulation, etc. Parce que c'est souvent là-dedans qu'on se plante, en fait, et que du coup, on peut mettre toute l'organisation vraiment encore plus en difficulté. Sur les attaquants à présent, donc une question en priorité pour Jérôme et Vendry. Est-ce que vous affrontez des attaquants au profil très varié? Est-ce que vous pouvez aussi nous toucher un mot des vecteurs d'entrée utilisés par ces attaquants et sur les moyens d'y remédier? Alors, sur les attaquants, je pense qu'on est dans une situation quand même, je dirais, assez stable dans la majorité des attaques. Évidemment, le ransomware. Ça, aujourd'hui, c'est l'activité numéro 1 de notre équipe de réponse à incidents. Il y en a peut-être un peu moins dans les grandes entreprises, il y en a beaucoup plus dans le mid-market. Et ça, malheureusement, je pense qu'on commence à vraiment savoir faire. Après, il y a toutes les attaques qui viennent plutôt d'activistes. On a vu pas mal de cas l'année dernière dans le conflit Russie-Ukraine. Là, c'est souvent des attaques qui vont être très visibles, mais où l'impact métier va être beaucoup plus faible, souvent moins complexe à gérer parce qu'elles s'étirent moins dans la durée, même s'il faut gérer un côté très médiatique. Par contre, je citerai quelque chose de nouveau qu'on a vu apparaître aussi à cause du conflit Ukraine-Russie, c'est les crises, et qui s'étend aussi aujourd'hui, c'est des crises externe, enfin cyber externe à l'entreprise. Et typiquement, c'est les cas où on va devoir d'un seul coup couper son système d'information en deux. Vous vous souvenez de tous les groupes d'Europe de l'Ouest qui ont d'un seul coup décidé d'arrêter leurs activités en Russie. Ben oui, mais les systèmes, ils sont toujours en Russie, les ordinateurs, ils sont toujours en Russie, les liens réseau, ils sont toujours là. Et donc, on a eu dans l'année à gérer plusieurs fois des crises de découpage en urgence de systèmes d'information. Alors, soit pour des raisons géopolitiques qu'on évoquait là, soit aussi pour des raisons de tiers compromis et où d'un seul coup, il faut couper une branche de son SI qui reposait sur ce tiers. Et donc, on n'est plus forcément face à un attaquant direct en face de soi, on est face à un tiers ou une force externe qui nous oblige à changer la manière dont on travaille et en profondeur dans l'IT, avec la mobilisation rapide de composants cyber, non plus pour que reconstruire, parce que finalement tout est là, mais plutôt pour couper finement, savoir comment est-ce qu'on coupe avec les métiers, et puis mettre en place des nouvelles protections qui vont permettre de continuer l'activité sans prendre trop de risques. Ça, c'est notre métier un peu classique, sauf que là, il faut le faire en 2 jours, parce que d'un seul coup, tel État a décidé de prendre le contrôle sur telle structure, ou tel tiers nous annonce qu'il a vraiment une grosse attaque. Donc ça, c'est un changement
assez importants qu'on a pu observer l'année dernière. Je ne sais pas si vous voulez rebondir, Vendry, et sinon n'hésitez pas à nous parler de changements que vous avez pu observer dans la gestion de crise au cours de ces 3-5 dernières années, et surtout de grandes tendances que vous anticipez à horizon 2030. Alors déjà, à horizon 2024, hein, on va se projeter, il y a un gros événement l'année prochaine. Déjà, on a du mal à se projeter, alors en 2030, je ne vais pas trop m'avancer. Non, alors sur la partie gestion de crise, effectivement, on pense tout de suite à la crise ransomware parce que c'est le gros impact aujourd'hui qui va forcément embarquer toute l'entreprise, tous les métiers, tous les corps des services. Après, il y a des crises de fond où on va déclencher une petite cellule de crise pour résoudre un problème plus de l'ordre de la levée de doute. On a des signaux qui sont quand même un peu inquiétants, qui n'impactent pas le métier. Et on va essayer d'avoir la bonne posture. Donc là, c'est un peu plus difficile. Le ransomware, c'est très visible. On sait ce qu'il faut faire. On va couper, on va isoler, on va tout de suite se mettre en ordre de bataille sur des plans qui sont déjà éprouvés. Sur une menace où on a juste des signaux faibles et on ne sait pas tout à fait comment réagir, c'est quand même des attaques qu'on a encore aujourd'hui assez fréquemment. Et il va falloir déterminer le périmètre sur lequel l'attaquant se trouve. Les privilèges qu'il a actuellement, les systèmes qu'il cherche à compromettre, qu'est-ce qui est ciblé, qui est derrière également pour savoir est-ce qu'on risque d'un déploiement d'un ransomware dans la nuit ou est-ce qu'il cherche plutôt à exfiltrer de la donnée ou les deux. Et donc ça, c'est des postures qui sont plus délicates puisque on a très peu d'informations et il faut surtout être assez discret vis-à-vis de l'attaquant. Et donc là, on est plus au niveau IT, mais on essaye aussi d'embarquer la hiérarchie parce que il y a des décisions qu'on va devoir retarder pour éviter que l'attaquant puisse avoir des doutes quant à sa détection et génère des actions qui peuvent être dommageables pour l'entreprise. Donc, c'est des crises qui sont plus délicates à gérer de par le côté un peu moins grand spectacle, on va dire, de la part de l'attaquant, qui va rester plus discret et pour lesquels les motivations sont plus difficiles à percevoir. Je voudrais juste rebondir sur grand spectacle et 2024. Évidemment, il y a les JO l'année prochaine. Je pense que ça n'a échappé à personne. Il y a différents degrés de mobilisation actuellement auprès des acteurs suivant leur niveau d'exposition, évidemment aussi. Mais il y a quelque chose, je pense qu'il faut tous qu'on s'attende, c'est qu'il peut y avoir une période durant l'été de l'année prochaine où on risque quand même d'avoir potentiellement des attaques cyber qui peuvent être potentiellement importantes et qui peuvent, même si vous n'êtes pas en charge de l'organisation d'épreuves ou site accueillant des épreuves ou sponsor de rang 1, etc., amener des conséquences cyber par des attaques par rebond, soit des fraudes qui peuvent toucher même vos collaborateurs ou vos clients, etc. Et un effet de cascade où finalement ceux qui sont exposés au premier chef peuvent avoir des conséquences qui vont amener sur d'autres entreprises. Et on va avoir un point clé, c'est celui des compétences disponibles l'été prochain. Parce qu'en fait, évidemment, les JO, en tout cas, ça tombe de fin juillet à mi-août. On enchaîne avec les Paralympiques sur septembre. C'est une période très, très forte de congés. C'est une période aussi où vous allez avoir des gens qui vont vouloir, entre guillemets, fuir la région parisienne parce que ça va être le bazar, on va aller se mettre au vert. Et vous avez les autres qui se disent, moi, je veux absolument assister aux épreuves et vivre les JO. Donc, en résumé, il n'y aura plus personne dans les entreprises. Et je pense que ça peut, enfin, je le vois déjà aujourd'hui quand on essaye de regarder quels effectifs vont être disponibles à ce moment-là et qu'on commence à anticiper ces questions-là, c'est compliqué. Donc, peut-être un conseil où je pense que toutes les entreprises peuvent anticiper, c'est là, dès la fin de l'année, commencez à regarder comment vous allez assurer une continuité des services de réponse à incidents, de surveillance pendant l'été prochain, en sachant que tous les prestataires privés sur lesquels vous pourriez vous appuyer sont eux aussi très sollicités par les autres structures. Donc, on a un petit risque à ce moment-là d'assèchement. S'il n'y a pas de grosse cyberattaque, tout ira très bien. S'il y en a plusieurs qui s'enchaînent, ça va être un peu plus tendu. Donc, justement, en termes de gestion de crise, on peut dès maintenant l'anticiper. Merci Jérôme pour ce point sur les Jeux Olympiques 2024. Parlons à présent communication de crise, notamment la com vis-à-vis des partenaires, des clients, des fournisseurs, des collaborateurs. Est-ce que toute chose est bonne à dire ou est-ce qu'il y a des vérités qu'il faut cacher, mettre sous le tapis? Par exemple, Lilian, Emmanuel, Stéphanie?
Moi, enfin, Lilian, si tu veux. J'aime beaucoup cette phrase du cardinal de Retz, hein, ça fait un peu ringard, mais qui dit l'honnêteté est l'habileté suprême. Donc la base, c'est ne pas mentir. Après, on ne va pas raconter la totalité de sa vie. Donc il y a surtout des don'ts en fait en com de crise, en particulier en cyber. Il faut certainement pas mentir. Il faut pas. Je ferai un parallèle avec l'incendie de Lubrizol. Faire un communiqué de presse sur l'incendie et ne pas parler des fumées, puisque c'était le truc qui faisait peur à tout le monde, qui se voyait de partout. Et Lubrizol a fait un communiqué de presse qui n'en parlait pas, en fait. Donc, il faut quand même adresser le point majeur, ne jamais faire des phrases à l'emporte-pièce un peu tout est sous contrôle, ça rassure personne, ou rassurez-vous, ça ne rassure personne non plus. Donc, en fait, il y a le bon vieux FACET, hein, ou le CAFET, enfin, j'imagine que tout le monde connaît les acronymes. Donc, expliquez ce qui se passe, faites beaucoup de pédagogie parce qu'on ne se rend jamais assez compte du fait que les parties prenantes, que ce soit vos clients, vos sous-traitants, etc., ne s'intéressent pas forcément beaucoup, mais ne comprennent pas votre métier. Donc, en fait, ils ne comprennent pas très bien ce qui vous arrive. Et moins ils comprennent, plus ils ont peur. Donc, en fait, il faut expliquer qui vous êtes, comment vous le faites, ce qui vous arrive, ce que vous faites, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous allez faire pour remédier à la situation. Ne pas oublier que ce qui vous arrive peut déranger, peut même vos collaborateurs ont peur parce que les gens, on leur dit tout le temps que dans leur PC pro, il ne devrait pas y avoir autre chose que du pro. En fait, non. En fait, ils ont leurs emails, ils ont des photos, ils ont des trucs. Et finalement, ils vont être aussi très, très inquiets de savoir où sont passés le contenu de leur PC et pas simplement d'un point de vue professionnel. Donc, il faut adresser en fait les émotions de la crise, l'anxiété générée, le stress que ça génère, avec toujours au moins un petit mot d'empathie. Donc, j'ai envie de dire, ça, c'est un peu les grandes règles. Alors, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand on a une cyberattaque, en face de vous, vous avez un attaquant. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, et lui, il va dire ce qu'il a envie de dire. Donc, qui va parler en premier? Vaut mieux que ça soit vous. Donc, il va falloir dire la vérité. On ne vous reprochera jamais de dire la vérité. Premier point. Deuxième point, il y a une chose qu'il ne faut pas oublier en période de gestion de crise, je l'ai dit tout à l'heure, vous allez créer un modèle de réponse qui n'existe pas auparavant. Donc, il y a des choses que vous savez, il faut le dire, et il y a des choses que vous ne savez pas, il faut le dire aussi. Si on se met à la place des parties prenantes, et en partie celles qui sont impactées, vos clients, vos collaborateurs, parce qu'il y a des données qui sont parties et autres, leur émotion première, c'est la peur des conséquences. Qu'est-ce qu'ils attendent de vous? Un plan d'action. Qu'est-ce qu'on fait pour? Donc, il faut aller un peu plus dans la rationalité, dire voilà, ça on peut le faire parce que, ça on peut pas le faire parce que, mais voilà, on y travaille. Il faut être très clair. Il faut à un moment que, c'est la grande difficulté en période de crise, montrer que c'est vous qui menez un peu plus la danse. Même si c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'en face de vous, vous avez quelque chose de complètement imprévisible, c'est un cyberattaquant. Et si vous ne parlez pas, lui, il va pas se gêner. Il va pas se gêner. Et aujourd'hui, ils ont compris nos failles. C'est qu'à un moment, qu'est-ce qui a peur? C'est pas lui, hein, c'est nous. On a peur de communiquer, on a peur de dire les choses, on a peur de dire je ne sais pas, on a peur de dire qu'il y a une rançon, on a peur de dire qu'on va peut-être payer, on a peur de tout. Quand on a peur, on n'avance pas. Donc, il joue sur ces peurs. À nous d'essayer, je dis pas, c'est pas facile. Parce que je me mets à la place du décideur. On y va pas? Qu'est-ce qu'on fait pas? On ne vous reprochera jamais d'avoir fait des choses, on vous reprochera toujours de ne pas avoir fait. Et en cyber, on teste, il y a des choses qui fonctionnent. Bingo, ça ne fonctionne pas, on corrige et on y va. Et c'est ça aujourd'hui qu'il ne faut pas oublier dans la communication qu'il y a tout autour en période de crise, c'est dire ce qu'on fait et dire ce qu'on ne fait pas. Alors oui, il y a des moments pour le faire. Toujours le moment qu'il faut choisir. Mais il ne faut pas hésiter à communiquer parce qu'en face de nous, on a quelqu'un qui connaît très bien nos failles. On le disait tout à l'heure entre nous. Ils nous étudient en permanence et ils ont plus de règles entre eux que nous, entre les entreprises qui ont subi. Et c'est dommage. Pour rebondir sur ce que dit Lilian, j'ai un exemple d'une communication où ils n'ont pas osé dire « on ne sait pas ». On était encore en train de faire les investigations pour savoir s'il y avait eu de l'exfiltration. Alors, c'était un cas ransomware.
on peut être quasiment sûr qu'il y a de l'exfiltration, mais là, on n'avait pas encore la preuve, si oui ou non. Donc, on leur avait clairement dit dans notre compte-rendu, on ne sait pas. Eux, ils ont transformé par il n'y a pas d'exfiltration. Dommage, parce que Logbit, 2 jours plus tard, sur leur wall of shame, ils ont publié, on a 4 Tera de données du client. Et ils avaient effectivement 4 Tera. On a trouvé la preuve un petit peu plus tard dans les journaux des pare-feux d'une volumétrie à peu près correspondante à 4 Tera. Étalé sur 2 nuits. Donc voilà. Et donc, ça fait plus de mal de dire il n'y a pas, plutôt que de dire on ne sait pas encore, et après de dire d'avouer. Bon, il y a eu de l'exfiltration, mais voilà, on assume. Et puis, il ne faut pas avoir honte non plus de le dire. C'est arrivé à nous, ça peut arriver à d'autres. Personne n'est à l'abri. Et c'est ce qu'on dit aussi sur le volet communication, nous, avec notre point de vue plus technique, c'est de dire c'est toujours utile aux autres de savoir ce qui vous est arrivé. Dans l'immédiat, à chaud, à tous vos partenaires, pour qu'ils puissent prendre les mesures. Eux aussi, ils ont des plans de gestion de crise, et donc ils puissent les activer. Mais également, après, de témoigner. Alors, pas forcément de tout de suite. Il y a des données confidentielles, il y a des données techniques qu'on ne veut pas dévoiler. Mais déjà de dire, voilà ce qui a marché, voilà ce qui n'a pas marché dans la gestion de crise. Après, on fait un rétexte un peu plus complet en disant, voilà comment vraiment on s'y est pris. Mais déjà de dire aux autres, voilà comment on s'est organisé, voilà ce qui est bon à prendre, voilà ce qui n'est pas bon à prendre. On a eu des très beaux exemples de rétextes comme ça. Ils sont encore trop peu nombreux. Et donc voilà, nous on essaye de pousser, pas tout de suite non plus à chaud, parce que forcément ils sont encore sur la sidération de l'impact de la cyberattaque, mais on essaye d'accompagner nos victimes pour qu'ils puissent témoigner de moins une partie de cette expérience-là. C'est vrai que pardon. Sur tous ces sujets, je pense que là, l'essentiel a été dit. Il faut être transparent, il faut être factuel. Il faut être factuel, on l'oublie encore trop souvent. On rigolait avec Jérôme en parlant justement de la fuite de données que tu as évoquée. Aussi, le fameux, je force un peu le trait, mais nous avons l'intime conviction que d'ici 3 jours, nous aurons relancé le système d'information. Non, ça par pitié, on communique que sur des éléments qui sont avérés. Et quand je dis factuel, c'est que c'est relancé, c'est reparti. Parce que derrière, vous allez devoir justifier pourquoi finalement, c'est pas revenu sous les 3 jours. Donc, est-ce que c'est pire? Est-ce que la situation s'aggrave? Et du coup, vous rentrez dans du défensif et de l'ultra-justification. Et puis nous, ce qu'on observe aussi beaucoup, tu l'as un peu évoqué en creux, Vendry, mais c'est qu'en fait, aujourd'hui, en définissant sa stratégie de gestion de crise et aussi sa stratégie de communication de crise, on le fait sans forcément se renseigner sur qui on a en face. Sauf que les groupes d'attaquants ont des modes opératoires différents, ont un cynisme ou un humour, on va dire, différents les uns des autres. Il y a encore eu un exemple sympathique hier. Il faut se renseigner, en fait, sur la personne que vous avez en face. C'est une forme de combat ou de duel, et de savoir comment ils ont fonctionné par le passé. Est-ce que c'est un groupe qui a pour habitude de leaker les données, de fanfaronner ou pas, qui bluffe. Tout ça, c'est important aussi pour quand même bien ajuster le tir dans sa stratégie de communication, et surtout pas venir donner trop d'éléments ou aux attaquants, ou qui vont pouvoir pénaliser les investigations ou l'enquête en cours, parce que dans certains cas, il y a des choses qu'il faut juste pas communiquer pour les besoins de l'enquête. Et cet ensemble-là, je dirais, cette vision un peu plus globale de la com de crise, elle n'est pas encore toujours prise en compte. Et c'est important parce que c'est souvent là là aussi, pareil, qu'on peut se prendre un peu les pieds dans le tapis. Lilian, donc j'imagine que pour vous, lorsqu'il y a par exemple une demande de rançon, il faut donc être transparent là-dessus et reconnaître la demande de rançon. Et est-ce que vous pouvez aussi nous en dire un petit peu plus sur les enjeux autour de la négociation et peut-être certaines de vos techniques de négociation? Alors, dès qu'il y a une demande de rançon, je reviens à ce qu'on disait juste avant sur la com en période de crise, c'est qu'il faut le dire. Je prends l'exemple qui m'a étonné, mais dans le bon sens du terme, c'est la ville de Béton, pas loin de Rennes, qui a subi une cyberattaque entre le 30 et le 31 août, si je ne dis pas de bêtises, et le premier communiqué de presse, il dit voilà, on a une cyberattaque sur la commune, et on a une demande de rançon de 100 000, machin. C'est clair? Si vous ne le faites pas, le cyberattaquant, il va dire après, voilà ce que je lui ai demandé. Et puis, on peut même découvrir l'information dans plein d'endroits. Donc, il faut le dire. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Alors, tout de suite, dans l'inconscient collectif, demande de rançon, on va payer. Première des choses que vous devez retenir sur la négociation en période de crise, c'est que le rôle de la négociation en période de crise, ce n'est pas de payer une rançon. C'est d'expliquer à votre adversaire, parce qu'on va le respecter un petit peu, et c'est lui qui a commencé l'histoire. Il ne faut pas oublier que c'est lui qui a commencé l'histoire. Si vous ne l'avez pas compris,
Vous allez peut-être avoir du mal à gérer l'événement. Il a commencé une histoire, c'est lui qui a appuyé sur Enter, après avec des moyens techniques qui sont intéressants de comprendre et surtout d'essayer de tracer son historique sur tout ce qui a été dit, mais c'est de lui expliquer qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut. Et là, ça change tout. C'est-à-dire que, alors je ne vais pas rentrer dans les techniques de négociation, il y a plein de gens qui le font et je ne suis pas foncièrement d'accord de rentrer dans tous les détails, mais à un moment donné, il faut essayer de mettre un cadre très précis où il y a 2 lignes de temps qui vont se juxtaposer. Il y a celui de la gestion de crise de l'entreprise et celui qui nous est imposé par l'attaquant. En d'autres mots, on fait quoi? Parce qu'il va vous jeter un ultimatum si vous ne faites pas ça. Il faut revenir un peu sur l'histoire de la négociation. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié que la négociation de crise, ça a dû depuis longtemps. Hein. Et je vous invite à tous ceux qui s'intéressent au domaine de la négociation à lire tout ce qu'ont fait les FARC au moment où ils ont enlevé des personnes. Parce que la négociation de crise, et en cyber, vous avez 3 types. Vous avez un chantage, vous pouvez avoir un enlèvement de données et vous avez une prise d'otage de votre système. Vous faites quoi? Vous faites quoi? Ben, vous allez rentrer en contact, quand il prend contact avec vous, vous allez rentrer en contact avec l'attaquant pour vous dire ben, maintenant comment on fait. Mais vous allez mettre un cadre, c'est-à-dire qu'à un moment, je te respecte si tu me respectes. Et c'est ça la négociation de crise, parce que s'il n'est pas crédible, on ne va pas négocier. Vous imaginez qu'à un moment, dans l'histoire de la négociation, quand vous avez une demande pour libérer un otage, comme pour libérer une donnée, si vous n'avez pas la contrepartie, à quoi ça sert? Dès le départ, je pense qu'on a pris la cyberattaque sur le côté volet des risques, donc le transfert de risque avec l'assurance. Okay, on ne va pas revenir là-dessus parce que c'est un vaste débat actuel. Mais on a oublié qu'en face de nous, si on n'a pas de contrepartie crédible, après on arrête tout. Vous savez, aujourd'hui, les groupes qui enlèvent encore aujourd'hui des personnes, il y a un accord tacite qui passe entre le négociateur et la personne qui est enlevée. Pourquoi? Parce que si je paye et tu ne libères pas, après on arrête tout. Donc aujourd'hui, quand vous payez une rançon dans le cadre, parce qu'on paye, hein, il y a des gens qui payent des rançons sur une cyberattaque, il faut le dire, hein, il faut avoir peur de le dire. Si vous n'avez pas les bonnes contreparties, si on n'a pas listé la blacklist des groupes qui, à un moment, bah, eux, ils sont sympas parce qu'ils font ce qu'ils disent, eux, ils ne le font pas, bah, on n'avancera pas. D'où le rétex. À un moment, je sais que je peux te faire confiance parce que. Je sais que je ne peux pas faire confiance parce que. À un moment, vous mettez un dialogue et après, on peut commencer à négocier. Et c'est là que les techniques, à un moment, on ne s'improvise pas négociateur. On ne s'improvise pas négociateur. Et je vois des cas qui circulent sur le web où à un moment, on voit tout de suite ceux qui sont professionnels parce qu'ils ont une méthode, ils ont une réflexion et il y a une stratégie globale parce que vous ne travaillez pas tout seul en négociation. Vous êtes en lien avec la stratégie globale et dictée par le directeur de crise ou le PDG. Vous n'êtes pas en effet silo dans votre coin à faire c'est bon, on n'y va pas. Quoi. Et vous n'allez pas commencer à dire je ne te payerai pas parce que mon chef il a décidé de ne pas payer. Ça ne se dit pas, c'est contre-productif. Et c'est là qu'on a encore beaucoup de progrès à faire. Beaucoup de progrès, au-delà des techniques, des approches ou autres. C'est un outil. Ce n'est pas un outil parfait, parce que ça ne marche pas à tous les coups. On ne paye pas à tous les coups. Mais ça permet de se donner une hypothèse de travail et surtout de mieux comprendre qui on a en face de nous. Et c'est ça le rôle de la négociation de crise aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut retenir. Pour compléter un petit peu, là on a l'impression que voilà, faut aller négocier pour aller à la pêche aux infos, pour recadrer les choses, pour voir qui on a en face. Faut pas oublier qu'il faut pas faire ça non plus dans la hâte. Lilian l'a dit, on s'improvise pas négociateur et on l'a dit au tout début de cette table ronde, faut s'encadrer des bonnes personnes qui sont capables de le faire. Il y a des entreprises qui le font très bien, il y a des autorités également, il y a des branches de la gendarmerie qui sont spécialisées dans la négociation ransomware. Il ne faut pas hésiter d'aller porter plainte, d'aller solliciter l'aide autour. Et derrière, les autorités sont bien au fait que si jamais l'attaquant voit que c'est la gendarmerie qui négocie, tout de suite, ça va mal se passer. Donc, ça va être transparent et c'est vous qui allez négocier, mais derrière, vous allez avoir des conseils de personnes qui sont habituées à négocier. Parce que derrière, il y a des dangers. Un attaquant, on l'a dit tout à l'heure, il ne réfléchit pas forcément comme nous. Il a surtout un ego surdimensionné. Il a réussi à s'introduire illégalement dans votre système d'information et il se sent tout puissant. Et si jamais vous le titillez un peu trop, il va revenir, il va se sentir offensé et là où il a réussi à rentrer la première fois par opportuniste, là il va faire des attaques plus ciblées et qui parfois vont faire
plus de dommages à l'entreprise que ce qu'il a fait la première fois. Donc, il faut faire attention à ce qu'on lui dit, il faut faire attention à comment on se comporte avec lui. Et derrière, si le jeu n'en vaut pas la chandelle, il faut éviter d'aller le contacter si jamais lui ne nous contacte pas. S'il nous contacte, il faut savoir y répondre, il faut savoir cadrer les choses. Si jamais il ne rentre pas en contact avec nous et qu'on s'aperçoit qu'on arrive à gérer l'incident sans avoir besoin de prendre contact avec l'attaquant, on ne prend pas forcément contact avec l'attaquant. Je voudrais ajouter un point clé qui est tordre le cou à une idée reçue qu'on voit trop souvent quand on arrive sur la gestion de crise. C'est « Ah si je paye la rançon, demain matin c'est bon, tout est réglé, on repart ». Non. Ce qu'il faut voir, c'est que la durée d'interruption de fonctionnement du système d'information et de l'entreprise, qu'on paye ou qu'on ne paye pas, elle varie pas beaucoup. Et que finalement, payer, des fois, ça sert à pas grand-chose. On va avoir le même temps de reprise. Pourquoi? Parce que quand vous allez payer, qu'est-ce qui se passe? Vous allez recevoir un email ou un message avec la clé de déchiffrement, le petit outil de déchiffrement, mais il va quand même falloir quelque part le faire tourner sur tous les ordinateurs un par un, sur tous les serveurs un par un, et après relancer tous les systèmes, s'assurer que tout est bien synchronisé dans l'entreprise quand on a des gros systèmes d'information. Donc ça demande de toute façon un temps technique très important. Et sur le volet des données m'ont été volées, je paye la rançon, je les récupère, ça n'existe pas. Hein. La donnée n'est pas un objet physique unique, évidemment. On n'a jamais de certitude qu'elle va bien être effacée par l'attaquant. Et donc, on conserve le même niveau de risque juridique. On doit prendre les mêmes précautions, finalement, et faire comme si, de toute façon, les données avaient fuité. Donc, il y a certains cas où c'est quand même utile de payer la rançon. Il y en a peu, à mon sens. Hein, c'est les cas où, finalement, quand des données sont indisponibles, que vous n'avez pas les sauvegardes, que vous ne pouvez pas recréer ces données en embauchant, par exemple, des intérimaires. Moi, j'ai vu des gens retaper des données pour les recréer, ou que vous ne pouvez pas aussi les récupérer chez des tiers. C'est souvent quelque chose qu'on oublie dans la gestion de crise. On peut appeler ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients, des fois pour récupérer des données qui nous manquent. Si vous n'avez vraiment plus accès à ces données et que leur absence porte vraiment atteinte à la survie de l'entreprise, alors oui, là, la question peut se poser. Mais en tout cas, il ne faut certainement pas que ce soit une réponse par défaut et imaginer que c'est quelque chose de magique. Et un dernier point sur le temps de résolution de la crise, si jamais on paye la rançon. On arrive donc on a le petit programme des attaquants, on va déchiffrer les données que l'attaquant a chiffrées, mais rien ne dit que les portes dérobées des attaquants ne sont pas encore là, elles vont rester dormantes et l'attaquant va revenir 6 mois plus tard. Donc, de toute façon, il va falloir faire des investigations forensiques. De toute façon, il va falloir réinstaller des serveurs complètement. Voilà, à part les cas cités par mon collègue ici, on va pas payer la rançon si jamais on peut se débrouiller autrement. C'est uniquement si on n'a plus du tout la donnée qu'on va chercher à payer la rançon pour récupérer la donnée uniquement et pas les systèmes. J'ai envie de dire, il y a quand même aussi un danger si on paye la rançon, ce que c'est parfaitement interdit, déjà. Et si ça se sait, vous devenez une cible favorite après. Hein, parce que ceux-là, ils ont payé, donc ils se le disent, et puis vous êtes réattaqué régulièrement. Elle est dans ce sens-là, et c'est effectivement les chiffres qui montrent qu'aujourd'hui, une entreprise attaquée est réattaquée dans plus d'un cas sur deux dans les 3 mois qui suivent. Alors effectivement, l'entreprise qui a été attaquée, qui a payé, alors là, c'est carrément, c'est le boulevard. Et quelle stratégie de communication dans le cadre d'une fuite de données? Alors, je veux dire, ce que j'ai vécu sur une vraie crise, c'est qu'on a appelé les clients concernés, tous ceux qui étaient concernés par la potentielle, parce que le temps qu'on ait une vision complète et précise, et là on a un travail indéniable avec tous les techniciens qui vont nous dire voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, voilà ce qu'on sait, et donc à chaque fois vous appelez le client. Alors vous lui dites on a une cyberattaque, on a une cellule de crise, je suis votre interlocuteur, vous posez toutes les questions, si j'ai la réponse je la donne, si vous ne l'avez pas, si je ne l'ai pas, on cherche. Donc vous avez un lien avec eux. Il faut déjà comprendre ce qu'il attend. Ce qu'il attend, c'est la transparence. Lui, la première question qu'il dit, si j'ai des données qui me concernent, il faut me le dire. Lesquelles? Et pour que je puisse commencer, moi, à me préparer. Donc, pour moi, encore une fois, c'est une crédibilité. Et je reviens sur la psychologie de l'attaquant. Il sait très bien que vous avez peur, parce qu'on vous met un cadre juridique tellement fort, attention, vous êtes le méchant parce que vous n'avez pas protégé vos données, blablabla, blablabla. Tout le monde a peur. Donc, quand on communique, on essaye d'occulter, non.
il faut éviter d'aller dans le piège tendu par l'attaquant, c'est que la transparence avec les clients, même si malheureusement il y a une donnée confidentielle qui est sortie, il vous dira bien sûr qu'au début il n'est pas content. Mais après, au final, je vais même citer un cas. J'ai eu un cas assez intéressant d'une cyberattaque sur une start-up. Ça faisait 3 semaines, on est arrivé, il restait 10 jours à vivre. On a prévenu les clients le mardi pour leur dire, voilà, il y a une grosse cyberattaque, c'est bientôt peut-être la fin, et peut-être que le cyberattaquant, il va vous contacter. Le lendemain, le cyberattaquant les contacté, parce qu'on s'est mis dans la place du cyberattaquant. Donc, tout ce que vous allez dire, tout ce que vous allez anticiper, ne vous sera jamais à reprocher. Et ça, c'est peut-être des fois des points que le cyberattaquant, au-delà de tout ce qu'il peut imaginer, va être surpris par votre comportement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est personnellement la façon dont on opère. Dire la vérité, dire les choses, et vous gagnez en crédibilité et en confiance. C'est incontournable. Complètement. Et j'ajoute, si vous avez besoin de convaincre, en fait, du fait qu'il faut le dire, c'est juste se mettre à la place des parties prenantes, vos clients, etc., ou même vos collaborateurs. À un moment, de toute façon, ça se voit. À un moment, ça va se savoir. Qu'est-ce que vous préférez? Le dire vous-même ou attendre que Zataz ait fait un petit article dans son blog, ou etc. Et voilà, donc ça, c'est vraiment la base. De toute façon, ça va se savoir. Donc il vaut mieux en parler. Mais c'est intéressant que vous parliez de Zataz, parce que est-ce qu'il y a une approche différente à avoir vis-à-vis de la presse spécialisée par rapport à la presse généraliste? Parce que je sais qu'il me semble que dans le cadre de l'affaire Bouygues Construction, la presse spécialisée a parfois pu être un peu plus tenace que la presse généraliste. Donc, comment est-ce que vous abordez tout ça, et comment aussi vous pouvez préparer vos clients dans le cadre de Media Training à cet enjeu? Alors, une des spécificités de la crise cyber, je pense la première qui est vraiment très particulière, c'est que vous êtes victime d'une attaque cyber, et ça, il va falloir le dire, le clamer, le répéter, le faire comprendre à tout le monde, mais vous êtes coupable aux yeux de la loi, donc c'est un peu c'est la schizophrénie quand même. D'un point de vue de la com, donc du type de média, le média, à moins que vous soyez effectivement un très grand nom, ou que ce soit quand Soprasteria s'est fait attaquer, c'était un peu lunaire, donc ça les a intéressés. Mais en général, là, il y a tellement de cyberattaques que bon, ça fait un peu de chien écrasé, mais ça passionne pas la presse généraliste. Moi, j'ai envie de dire que la presse spécialisée, et on parlait de Retex tout à l'heure, et il y a un truc très particulier avec la crise cyber, c'est que il y a un esprit, une culture tech qui est un esprit d'open source, en fait, d'une certaine manière. On se parle, on se raconte ce qui nous est arrivé, on fait profiter les autres de nos expériences, etc. Donc, je pense qu'on a tout intérêt, une fois que c'est passé, une fois qu'on peut, etc., à parler à la presse cyber que ça va intéresser, à raconter par le menu, la partie technique, pour partager cette expérience et protéger les autres. Et en faisant ça, on renforce aussi la crédibilité. Après, il y a un effet de porosité, mais la crédibilité de l'entreprise, parce qu'on explique comment on s'y est pris, comment on s'y est bien pris. Et donc, les autres se disent, ah oui, quand même, c'était pas des guignols, ils n'avaient pas rien fait, rien protégé, ils sont pas fait, ils ont quand même mis tout ça en place, etc. Donc, ça renforce en fait la crédibilité de l'entreprise. Et finalement, cette chose-là qui est dans un cercle très tech, très particulier, elle finit par porosité à arriver aussi sur le grand public, qui se dit, ok, c'est quand même des gens sérieux, bon c'est pas de bol, mais tout le monde se fait cyberattaquer ces jours-ci, donc voilà, mais ils ont quand même bien réagi, ils ont bien protégé, ils s'en sont bien sortis, et donc on peut essayer par ce biais-là, donc de la presse pro, de faire de cette crise une opportunité d'expliquer à ces parties prenantes tout ce qu'on fait de bien, tout ce qu'on est capable de mettre en place, toute l'énergie qu'on met dans le système pour que ça n'arrive plus, etc. Et donc de renforcer sa crédibilité. Sur le sujet de la presse spécialisée, nous, ce qu'on observe de la part de certaines entreprises qu'on accompagne, c'est beaucoup de défiance. Ils disent parfois, j'ai encore il n'y a pas longtemps, mais c'est pas possible, ils sont de mèche avec les attaquants, ils savent tellement de trucs.
Mais c'est pas forcément ça. Ce qu'on explique souvent, c'est que les journalistes spécialisés sont avant tout souvent des chercheurs en cybersécurité qui se baladent pas forcément sur les mêmes forums ou au même endroit que les journalistes plus généralistes. Et effectivement, ils vont poser des questions plus précises parce que déjà, ils savent très bien, selon les groupes d'attaquants ou quoi, quel type de questions on font poser. Ils savent très bien quel type de questions on n'a pas du tout envie d'entendre dans les premières heures de la crise, notamment la fuite de données. On fait toujours en sorte de communiquer sur plein d'autres choses au début que ça, en espérant que voilà que ça arrive pas tout de suite. Enfin, faut pas l'éluder, mais voilà, si on arrive à parler d'autres sujets, c'est pas forcément plus mal. Et donc, ce dont on se rend compte aussi, c'est que les journalistes spécialisés, tu parlais tout à l'heure de ténacité, nous, on a vraiment le sentiment qu'ils sont peut-être plus tenaces quand on leur parle pas ou quand on leur, du coup, qu'on leur ferme un peu la porte au nez, quoi. Alors là, c'est toujours pareil, hein. Fermer la porte, il passera par la fenêtre. À un moment, leur métier, c'est quand même d'informer et donc, ils vont aller chercher de l'information. Et puis, il n'y a jamais rien de pire en communication que d'avoir le fameux l'organisation n'a pas souhaité s'exprimer malgré les demandes pressantes de la rédaction. Et alors là, vous parliez tout à l'heure de statut de victime où on passe coupable. Alors là, on est carrément coupable affiché, même si souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on n'a pas communiqué ou on n'a pas voulu répondre par crainte ou parce que souvent on me dit, mais en fait, on ne sait pas encore quoi dire. Et c'est là aussi que le rôle des experts prend tout son sens. C'est que quand on ne sait pas quoi dire, mais en vrai, il y a plein de choses à dire et plein de choses qui permettent de ne pas laisser la place vide. Donc la presse spécialisée, il ne faut vraiment pas lui fermer la porte au nez. Ils ne sont pas là pour enquiquiner. Et en plus, ce qu'on voit, c'est aussi que bien souvent, ils peuvent apporter des éléments, ils peuvent apporter des informations. Alors après, il ne faut pas forcément tout prendre pour argent comptant, mais comme on évoquait tout à l'heure un peu la solidarité des infos qui arrivent de la part d'autres certes, etc., nous, on voit aussi, j'ai notamment en tête une crise vraiment très particulière l'été dernier, où la presse spécialisée a apporté des informations qui étaient hyper précieuses et qui ont été particulièrement bénéfiques sur les investigations. Et donc, heureusement qu'on ne leur avait pas fermé la porte au nez parce qu'on aurait perdu 3 jours dans les investigations. Pour compléter, alors je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit sur la presse spécialisée, c'est tout à fait juste. Nous, pas de chance, en début 2020, on a été un des premiers chiens écrasés. Donc, on a fait le JT de 13 heures d'une grande chaîne publique, quand même. Donc, effectivement, après, on va être très clair, on a appris aussi sur la communication, on a fait des erreurs. Donc, on a appris aussi en marchant, on n'a pas été bon sur tous les aspects. Et pour revenir sur la communication, effectivement, client, Bouygues Construction, c'est un métier B2B surtout. Donc, les données personnelles que l'on a sont des données de collaborateurs. On a eu de la fuite de données. Une des premières questions, des premières cellules de crise, et les données, est-ce qu'on a été volé? On ne sait pas encore, on regarde. Le groupe Mails qui nous a attaqué a communiqué avant nous sur ce sujet. Donc, derrière, il a fallu rattraper. Non, ce qui a été publié, c'était juste la taille des disques des serveurs qui ont répondu à un ping. Ce n'était pas le volume de données qui a été volé. Sinon, on était à des terras et des terras. Donc, il a fallu effectivement rattraper cette communication. On a communiqué après de chaque collaborateur et on les a accompagnés avec des actions juridiques et des actions RH sur leur perte de données. Et après, sur les clients, on a mis en place une hotline, un numéro de téléphone spécial où les responsables chargés de clientèle pouvaient donner à leurs clients pour appeler. Il y avait des questions-réponses, travailler avec l'agence nationale, travailler avec nos équipes juridiques, nos équipes de com pour qu'elles soient, finalement, les réponses soient engageantes. On est sûr de ce qu'on peut répondre. On est certain à ce moment-là, ça c'est du factuel. Et puis dans les grands clients, parce qu'on a construit Ballard, le TGI, des centrales nucléaires, des ambassades à l'étranger, donc on a forcément des clients étatiques. Dans ce cas-là, on avait un canal effectivement privilégié où j'ai un peu voyagé de Melbourne à Vancouver en passant par Zurich et Singapour à faire des conf calls avec des clients. Alors en disant, voilà, en l'état des investigations, nous n'avons pas de fuite de données avérée pour votre compte, mais on investigue. Et on avait un stream dédié, un stream data, qui répondait en 7 jours, puis 48 heures, une fois outillé, voilà, pour tel client. On n'a pas trouvé d'archives exfiltrées par le groupe. Ça ne dit pas qu'un jour, ça ne peut pas sortir parce qu'on a peut-être raté quelque chose, mais en tout cas, à date, on n'a pas de preuves factuelles comme quoi il y a fuite d'informations. Et est-ce que Thomas Desgardins, vous pouvez nous en dire plus sur les spécificités sectorielles du BTP, par exemple? Je sais que vous avez travaillé dans d'autres secteurs comme l'agroalimentaire et sur certaines choses qui ont pu surprendre des observateurs de cette crise qui a touché Bouygues Construction. Je sais plus. En fait, là aussi, on a quand même bien appris dans cette crise sur Bouygues Construction. Il y a eu un moment, et ça, je le dis à tout le monde parce que c'est possible, ça existe. L'ANSSI a fait une com sur son site avant que Bouygues Construction ait pu envoyer un communiqué de presse ou quoi que ce soit. Donc l'ANSSI, tranquille, voilà, Bouygues Construction est attaqué, donc super.
Alors, pour donner l'autre verre, effectivement, je les avais prévenus. C'est mon deuxième appel de la journée, troisième appel. D'abord la directrice risque assurance, après de l'aide, et puis troisième appel l'agence. Parce que vu que j'étais dans le noir, j'ai appelé le CRTFR, numéro de téléphone enregistré dans le téléphone, pour dire j'ai des IoC, je suis victime d'une cyberattaque, et voilà ce que je pouvais envoyer pour partager au reste de l'écosystème, parce que moi je ne peux plus rien envoyer. J'ai plus de mail, j'ai plus rien. Et donc après, oui, on les a accordé de communiquer, mais effectivement, l'ANSSI a cliqué avant nous. Et pour les spécificités du BTP, alors effectivement, je suis passé mon parcours dans la banque, dans le retail, dans l'industrie, etc. BTP est très particulier. Finalement, je vous rappelle, une des premières priorités du PDG, on n'arrête pas les chantiers à cause de la cyberattaque. Aucun chantier ne s'est arrêté à cause de la cyberattaque. Alors, ils ont souffert. Alors, je ne dis pas, pour commander une toupie de béton, pour payer les fournisseurs, c'est très compliqué. On passe par des boîtes mail personnelles, tout type, des messageries personnelles, tout type, parce qu'il n'y a plus d'outils de communication au sein de l'entreprise. Donc, effectivement, au bout d'un moment, les BTP est beaucoup une relation d'homme à homme, de confiance, femme à femme, peu importe. Donc, du coup, relation humaine. Donc, la confiance était là. Donc, les chantiers ne sont pas arrêtés. Alors, il y a même certains chefs de chantier qui ont aimé cette période parce qu'ils ont pu arrêter le pointage financier dans les outils centraux. Ils ont pu faire leur vrai travail. C'est quand même la portion congrue des collaborateurs. Les collaborateurs ont souffert, mais effectivement, cette crise n'a pas arrêté les chantiers. Un mois et demi plus tard, on avait une crise sanitaire, la Covid est arrivée. Là, il y a eu de l'arrêt de chantier. Moi, j'ai trouvé remarquable cette capacité qu'a eu Bouygues Construction à se débrouiller, en fait. Ils ont été, tous les collaborateurs, hyper engagés à trouver des solutions. Ils n'étaient pas du tout sidérés. Ils se sont vraiment très, très bien, très, très opérationnels, très... c'est aussi lié au métier. Je pense qu'il y a d'autres métiers qui n'auraient vraiment pas su quoi faire. Mais là, ils se sont tous très, très bien débrouillés. 2 dernières questions, puis on pourra prendre les questions du public notamment. Donc, essayer d'y répondre brièvement. Donc, il y a la gestion de crise sur le moment, mais aussi derrière la gestion en mode dégradé. Il y a aussi la phase de reconstruction. Donc, comment bien l'aborder en vous basant sur votre expérience et également quelles difficultés faut-il se préparer à affronter? Alors, mode dégradé, vous n'allez pas avoir le choix. Réponse courte. Vous allez pas y couper, vous allez en avoir. Avant de développer un peu, je vais rebondir sur certains exemples. Ce que tu disais, tu es intervenu auprès du PDG et du COMEX de Bouygues Construction pour les sensibiliser que la crise allait être longue. Ça a porté ses fruits. Ça a porté ses fruits parce que lundi matin, donc on est 4 jours, J+4 après la crise, réunion du COMEX, le PDG dit à ses DG, organisez-vous, ça va durer longtemps. N'attendez pas l'IT pour demain. Organisez-vous sur les chantiers, c'est pour ça qu'ils ont pu continuer leur travail, et du coup, ça nous a enlevé une grande pression, et du coup, le mode dégradé a été un peu plus serein. Autre sujet, la pyramide inversée, effectivement, ça, on l'avait bien vu, donc on avait, arbre, je dirais, arbre de décision, donc tout doit passer par le COMEX pour les grands chantiers, pour les grands sujets, mais surtout, alors je ne l'ai pas amené avec moi, je l'ai oublié, mais on avait des cordons de tour de cou spécifiques, jaune fluo, pour tous les plateaux de crise. Si vous n'avez pas le cordon jaune fluo, vous n'êtes pas de la cellule de crise. Donc, vous sortez. Et ça a évité qu'un opérationnel vienne voir l'expert serveur, l'expert applicatif, et moi, quand est-ce que ça redémarre. Donc, si vous n'avez pas le bon cordon, vous ne rentrez pas. C'est tout con, mais ça a permis de filtrer un peu l'entrée et éviter les badauds qui passaient dans les couloirs. Ça fait rien d'autre à faire. Mais oui, je les comprends. Le système est arrêté. Ils viennent voir ce qui se passe. Bienveillance, mais quand même, ça crée des turbulences. Et le point, effectivement, on a une direction générale qui ne comprend pas forcément l'IT, parce que ce n'est pas son métier. Donc, chaque cellule de crise, toutes les 4 heures, la directrice ou directeur de crise faisait un compte-rendu par messagerie instantanée au COMEX, en essayant de ne pas trop jargonner. Mais bon, le feedback derrière, on ne comprenait pas grand-chose, mais on lisait ça comme un roman. On était avec vous, voilà, et on a senti cette bienveillance et cet appui. Et autre exemple, on a tout de suite mis la direction com dans la cellule de crise. Et même chose, Retex à froid, le directeur com me dit, Thomas, dans les cellules, alors on jargonne déjà par défaut dans une réunion, on a tendance à jargonner, donc en plus sous le stress et dans le speed, c'est pire, tous les acronymes que vous connaissez, on les sort. Donc il m'a dit, on comprenait rien dans la cellule de crise. Mais on ressentait l'instant, on ressentait ce qui était tendu, on ressentait les points d'achoppement, qu'est-ce qui était important. Vu qu'on n'était pas bien prêt en termes de com, je repassais derrière une demi-heure, 3/4 d'heure avec eux pour préparer les messages de com. Mais du coup, vu qu'on n'a que 3 heures entre 2 cellules de crise, il ne me restait plus beaucoup de temps pour travailler. Donc, ça aussi anticipé.
Donc, en termes de sujet dégradé, effectivement, il faut l'anticiper, on va le vivre. Je vais donner quelques abacs. Donc, on a perdu le système d'information le jeudi matin. Donc, je vous l'ai dit en introduction, le SIRH est revenu le dimanche soir. Donc, on a remonté l'infrastructure de base, les premiers systèmes. Internet, Wi-Fi, local, siège, le mardi. Donc avant, les gens passent par leur connexion 4G sur leur téléphone. On leur dit, mettez-vous en modem 4G et surfez sur Internet. La messagerie, 15 jours. Messagerie on-premise à l'époque, en 2020, on n'avait pas encore basculé sur le cloud. Donc, une petite centaine de serveurs à remonter, ça prend du temps. Même s'ils ne sont pas cryptoloqués parce qu'on les a éteints avant qu'ils ne le soient, bah, il faut quand même les remonter, il faut quand même resynchroniser les balles, etc. Ça prend du temps. Et on est accompagné par des experts top du top. Ça prend du temps. Donc, il y a ça. Ne pas oublier le mode dégradé de l'IT. Bah oui, parce que vous aussi, vous allez être en mode dégradé. Hein. Première communication, on se dit, on va envoyer un SMS à tous les collaborateurs pour leur dire aujourd'hui, venez pas au boulot ou trouvez autre chose à faire. Oui, les numéros de téléphone sont sur la base qu'on vient d'éteindre. On l'a plus. C'est pas grave, on va remonter le serveur. Mais c'est quoi le numéro de serveur? Il est sur le référentiel technique, qui est sur un autre serveur, qu'on n'a plus non plus. C'est pas grave, on va remonter le bastion d'administration pour pouvoir se connecter au serveur. Mais le bastion est arrêté aussi. On va activer les flux firewall. Mais la console d'administration est arrêtée aussi. Donc là, on va aller au coffre-fort, on va chercher le compte bris de glace pour pouvoir se connecter au serveur. Donc il y a aussi... J'ai parlé beaucoup de post-it, je préconise des USB aussi, USB distribués portables, pour conserver le fichier. Petite anecdote, on a un collaborateur qui est parti dans une grande enseigne de multimédia sur la zone de plaisir, pas très loin. Il est revenu avec une note de frais de 2 000 € de clé USB et de disque dur. Il n'y en avait plus une seule dans les rayons, il avait tout ramassé. Donc, et ça n'a pas suffi. On en a recommandé derrière, quoi. Donc tout ça, effectivement, c'est du mode dégradé. Un exemple très frappant sur ce mode dégradé, un des streams, on l'appelait le stream appel d'offres. Donc le métier de bruit de construction, on répond, comme plein d'autres activités, à des appels d'offres pour construire des bâtiments, des hôpitaux, des centrales nucléaires. Ce sont des appels d'offres qui peuvent se monter à plusieurs centaines de millions d'euros. Donc les gens travaillent sur ces appels d'offres, c'est des coûts colossaux, parce que c'est des mois pour répondre à un appel d'offres, des fois. Et quand on est en phase de pré-bouclage, où on est à 15 jours de remettre le dossier, et que le serveur de fichiers est HS, que plus rien ne répond, et que si on ne répond pas, on a perdu tout l'investissement. Donc, quel fichier on va chercher en priorité? Donc là, ça passe à nouveau par le COMEX, qui disait quels sont les chantiers prioritaires. Ça redescendait au stream appel d'offres, qui était dirigé, leadé par le directeur financier de Bouygues Construction IT, quelqu'un d'exceptionnel, adorable, qui en plus, sur le côté financier, comprenait très bien les enjeux des métiers. Et après, on avait ce que j'appelle des spéléologues de la data, qui allaient en data center, en sous-sol, et se connectaient sur les serveurs de fichiers pour chercher les dossiers. Parce que forcément, dans un appel d'offres, vous avez plusieurs équipes qui répondent, les études, la technique, le commercial, le marketing, avec chacun leur dossier, avec chacun leur support. Donc, il faut retrouver tout ça, retrouver tous les petits pour que, après, en local, les équipes puissent continuer à travailler. Et dernier point, on en a parlé, effectivement, tu en as parlé, la pression qui monte. On avait classé nos applications de P1 à P7. Et on s'est dit qu'on aura remonté P1 à P4, on pourra sortir du mode gestion de crise. Ça a pris 5 mois. Donc P5, P6, P7 étaient encore derrière. Alors au début, effectivement, bienveillance totale, appui total, des messages de solidarité, ça fait chaud au cœur, des messages des collaborateurs. Et puis au fur et à mesure qu'on remonte les systèmes. Et pourquoi pas moi? Et quand sur un plateau, la moitié de l'équipe retravaille parce que son application a redémarré et pas l'autre moitié, on ne peut pas leur dire, toi, tu es P5, donc du coup, ça va arriver plus loin, tu attends encore 2-3 mois parce qu'on ne peut pas s'occuper de toi. Donc c'est aussi une gestion humaine et des collaborateurs, des collègues à gérer, et c'est pas simple. Et là, on a besoin de toute la ligne hiérarchique, toute la ligne managériale pour gérer ça. Juste un point de leçon. Ah, pardon. Désolé, j'avais noté la fin à 10h30 de mon côté. Je dois absolument partir tout de suite. Donc, je m'excuse, mais je dois vous laisser. Merci à tous et à bientôt. Merci, Jérôme. Oui, il y a une leçon, une grande leçon qu'on a prise de justement cette communication entre la cellule de crise stratégique et la cellule de crise IT. Et aujourd'hui, dans les systèmes et dans les procédures, en fait, on a officialisé un rôle, une fonction en cellule de crise très particulière de finalement d'officier de liaison. Et c'est quelqu'un qui traduit en fait et qui fait que ça, parce que sinon le patron de la cellule de crise IT est submergé en permanence par la pression du COMEX qui lui dit t'en es où, etc. Et donc cet officier de liaison fait les deux, c'est-à-dire qu'il remonte
au COMEX l'info de manière à peu près claire et explicite pour eux de où on en est, et il prend l'info du COMEX sur quelles sont les priorités et la stratégie du COMEX, et il la redescend et la retraduit en bas. Et cette personne-là ne fait que ça. Et donc, elle libère les autres et ça fluidifie la com. Voilà ce que je vais dire. Merci Emmanuel. Et le mot de la fin pour Thomas, avant qu'on prenne quelques questions de la salle sur, par exemple, des conseils pour un RSSI qui fait face à sa première crise. Voilà. Allez, 3 conseils. Bon, ils sont préparés, bien entendu, parce que je pourrais en donner des dizaines et des dizaines, mais je vais garder ces 3-là. Le premier, alors, préparez-vous à être un mix entre un ROC, un phare, omniscient. J'explique. Le ROC, vous allez devoir prendre des décisions qui sont parfois structurantes. Vous allez faire des erreurs, j'en ai fait. Ça, c'est normal, mais comme disait Lilian, faut en faire, faut reconnaître qu'on a fait une erreur à adapter. Une erreur toute simple. Première stratégie de reconstruction, comment on reconstruit un serveur pour être sûr de plus jamais ça. Ça, c'était le mot d'ordre. Plus jamais ça. Mon DSI vient me voir en me disant, Thomas, ta prod et ta procédure est très bien. Par contre, si on l'applique sur les 3000 serveurs, ça prend 8 heures par serveur. Tu fais le calcul, ça fait 1000 jours de travail. La boîte crève avant qu'on ait fini de remonter le SI, donc il faut autre chose. Même chose sur le serveur de fichiers, il faut le nettoyer pour être sûr qu'il n'y a pas de cochonnerie. Ton scan, ça prend plus d'1 an, donc il faut que tu nous trouves autre chose. Donc, continuellement, effectivement, être prêt à, ajuster, être assez assertif pour se dire non, là, par contre, je prends une décision, je sais que ça va bloquer 4000 collaborateurs, et je vous le dis, c'est en cellule de crise, c'est là où j'ai hésité 3 secondes en disant la question qu'on me pose, si je dis oui, je bloque 4000 collaborateurs. J'ai dit oui, mon directeur de crise a dit OK, on y va. Et donc, on a monté un stream pour permettre aux 4000 collaborateurs après de retravailler. Mais c'est des décisions qu'il faut être capable d'encaisser. On a des gens aussi qui sont en sidération ou je dirais perdus. Donc, il faut être aussi là, ce ROC, à se dire non, alors j'ai le titre de responsable sécurité. Oui, il y a responsable, donc je me sens un peu responsable, même si je ne suis pas pour grand-chose. Mais en tout cas, je suis là. Faut être ce phare aussi, parce que ça, c'est des collègues qui m'ont dit après coup. Alors, je ne sais pas pourquoi, au début de la crise, j'ai pensé à un collègue, Fabien, s'il nous écoute, se reconnaîtra. À chaque fois, dans le bureau, il rentrait et il nous disait ça va merveilleusement bien. Même si on sait que son copie l'avant, ça a été une catastrophe, s'il s'est pris une tarte, il allait toujours merveilleusement bien. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai pensé à lui. Et quand j'arrivais sur les plateaux, ça allait toujours très bien. Toujours le sourire. J'avais une petite salle RSSI après où je pouvais fermer la porte et me taper la tête contre les murs. Mais en tout cas, face aux équipes, je l'ai fait. Alors sur la table, pas les murs. Des fois, il y a besoin. Sur les équipes, toujours le sourire, toujours ça va bien. Ils m'ont dit après coup, quand tu arrivais sur le plateau, on regardait ta tête. Si ça allait bien, du coup, ça nous reboostait et on y allait. Donc c'est vraiment important. Cette communication non verbale, le ressenti que vous donnez aux collaborateurs. Et pourquoi omniscient ? Vous allez devenir expert de toute technologie, de toute solution. Tout. Donc, deux cellules de crise toutes les 4 heures, 3 heures pour travailler, une cellule de crise dure 1 heure, donc 3 heures pour travailler. Au début, il me fallait 2h45 pour arriver jusqu'à mon bureau. Donc, il me restait un quart d'heure pour travailler. Je ne faisais pas n'importe quoi. À 2h45, en fait, c'est l'inverse de la file d'attente. J'avais une file devant moi de gens qui me posaient des questions et j'avançais 1 mètre à chaque fois. Et je me souviens d'une question en particulier. La personne vient me voir, elle me fait « Thomas, comment je fais ma sauvegarde networker ?» Alors, je fais networker, j'en ai fait quand j'ai commencé, il y a 15 ans. Fais comme d'habitude. Ça lui a suffi. En fait, la crainte des gens, c'est de faire une bêtise pour que ça recommence. Donc, il va falloir devenir omniscient, effectivement, pour se dire, il va falloir que je réponde à tout. Des fois, on prend des risques. À ce moment-là, je ne savais pas si networker était touché ou pas, si sauvegarde était touché ou pas, mais on y va. Deuxième conseil, malheureusement, il n'y aura pas que de la bienveillance. 99,9% des gens vont vous soutenir, vont vous envoyer des messages de soutien, vous apporter des conseils. Il y a quand même quelques tristes cires qui viendront là pour dire « tu l'as bien mérité ». J'ai eu texto, c'est normal ce qui vous arrive. Ça fait un peu mal. D'autres qui vont jouer leur propre jeu, des partenaires qui vont effectivement utiliser vos propres sources pour jouer leur propre jeu. Je ne le citerai pas, mais je pense que les gens se reconnaîtront. Je n'ai pas oublié, en tout cas, ils le sauront. Et puis, oui, des communiqués de presse. Alors, il faut pas le prendre pour soi, mais le Maze a fait 4 communiqués de presse sur Bouygues, dont un où il disait, équipe sécurité, il ne faut pas grand-chose, il préfère regarder des films plutôt que faire son boulot. Il ne faut pas le prendre personnellement, mais quand les émotions sont à leur comble, c'est un peu dur. Puis après, d'autres cas, même sur mes messageries personnelles, des gens ont réussi à me joindre pour me dire pas que des joyeusetés, donc parlez-en. Parlez-en, ça permet de désacraliser ça et de justement évacuer. L'écosystème bienveillant, les 99,9% doivent être là pour prendre le pas et ce n'est pas ces 0,1%.
Et le dernier, troisième et dernier, c'est prenez soin de vous. Prenez soin de vous ou demandez aux autres de prendre soin de vous. Je m'explique, et là, c'est une anecdote très, très personnelle. J'ai encore des frissons, ça me touche encore. Donc, la crise commence le jeudi matin. Jeudi, ma fille a dit à sa mère, ce soir, on ne va pas voir papa. Ils n'ont pas vu papa pendant très longtemps. On va parler des 8 premiers jours, jeudi matin à vendredi soir. La semaine suivante, je passais à peu près 15-16 heures par jour sur site. Je rentrais, je mangeais, je dormais 5 heures, je faisais un bisou, je repartais. Au bout de 8 jours, le responsable de la cellule ressources est venu me voir en me disant Thomas, maintenant on change de mécanisme, tout le monde prend une journée de break. Demain, toi, t'es off. Écoute, Christophe, moi nickel, moi ça va. L'adrénaline du coureur. J'ai les hormones au taquet dans la voiture. Quand j'entends AC/DC, je mets le volume à fond, je danse dans la voiture, tout va bien, quoi. Non, Thomas, demain, tu restes chez toi. Non, moi ça va, tu vas pas m'empêcher, je vais venir. Écoute, si c'est comme ça, je te désactive ton badge, tu ne rentreras pas sur le site. Texto, je lui ai dit, tu peux pas me faire ça, c'est ma crise. Ma crise. J'y suis pour rien. Disclaimer, j'y suis pour rien. Je me suis mis à pleurer. L'émotion est telle, les hormones sont telles que vous ne voyez pas sombrer. Et en fait, effectivement, j'étais en train de sombrer, j'étais plus aussi efficace, j'étais fatigué, etc. Le lendemain, hasard du calendrier, le samedi, il faisait un temps magnifique, on s'est baladé en famille, ça marque un... Et le dimanche, j'étais de retour, à faire mes 15 heures, mais j'avais besoin de ce break. Et on ne le voit pas, on ne le sent pas. Moi, je ne l'ai pas senti, je ne l'ai pas ressenti comme nécessaire. J'étais bien, je ne dormais pas beaucoup, mais je n'étais pas fatigué. Je pensais ne pas être fatigué. Donc, prenez soin de vous. Merci pour ce témoignage. Le temps file, mais peut-être on peut prendre 3-4 questions de la salle. On vous remercie pour cette table ronde passionnante et très complémentaire. Moi, j'ai 2 petites questions. Est-ce que dans la crise modifie le leadership au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a celui qui habituellement fait la photocopie, on s'en moque, et devient celui qui permet à l'équipe de continuer moralement, quant au chef, il est effondré sur son bureau et il pleure? Et ça, c'est ma première question. La deuxième, que devient le RSSI après une crise? Parce que le RSSI, c'est celui qui a dit avant, il nous faut plus de budget, il faut qu'on fasse ceci. On lui a dit, c'est pas nécessaire, ça n'arrivera qu'aux autres. Et en fait, c'est l'oiseau de mauvaise augure. Et j'ai l'impression qu'après la crise, des ruptures entre l'entreprise et beaucoup de RSSI. Donc, est-ce que le RSSI n'est pas un peu le maillon faible, celui que... Ou bien il va partir lui-même parce qu'il ne peut plus supporter cette espèce de relation avec le COMEX, quand bien même il a des relations avec le COMEX, même s'il en a plus aujourd'hui. Voilà, je veux un petit peu avoir ce regard. 2 questions très intéressantes. La première, oui, effectivement, on a des gens qui se révèlent. J'ai déjà dit, on a des gens que même on se disait, quelques jours avant la crise, on le sent sur la pente descendante, il va falloir le bouger ou peut-être s'en séparer malheureusement. Qui n'a pas sauvé l'entreprise, parce que finalement, on a été des centaines à sauver l'entreprise. Ce n'est pas le RSSI qui a sauvé, ce n'est pas la suite de crise, c'est un travail collectif colossal. On a tous réussi ensemble, mais il a été un rouage essentiel, il a été un rouage majeur, effectivement. On a des managers, oui, qui ont eu des moments de sidération. Après, du fait de leur expérience, de leur capacité, se seront mis dans l'action. Et de toute façon, l'action nous rattrape. On ne peut pas rester en sidération éternellement. C'est pas possible. Quand vous voyez cette ruche bouger, vous êtes obligé d'être une petite ouvrière et de travailler avec tout le monde, quoi. Donc oui, on a de tous les cas. Donc oui, j'ai une personne qui m'a dit, Thomas, quand on faisait les 3-8, Thomas, je t'ai mis sur la cellule forensique, est-ce que tu prends la nuit ou le week-end? J'écoute, non, mais je suis au pilotage de crise au début. Donc moi, je suis 24 heures sur 24 s'il faut. Donc non, me mets pas là, c'est pas moi. Mais Thomas, je te mets où? Non, mais je n'y suis pas. Je suis au pilotage transverse. Ça a duré 3 minutes. 3 minutes de dialogue de sourds et la personne était bloquée sur sa feuille. Il fallait mettre un nom dans cette case et elle était perdue. Et après, elle a passé le cap et elle s'est remise, mais on a vraiment des cas comme ça. Le RSSI, comment il change? Il a beaucoup changé, oui, tout à fait. Je vais juste donner 2 chiffres. Le 29 janvier 2020, j'avais un apprenti. J'étais seul avec un apprenti. Il y avait 3 SecOps. Voilà, pour un groupe de 60 000 collaborateurs, 13 milliards. Je suis parti, j'ai basculé à la holding, j'ai laissé derrière moi une direction cyber de 25 personnes sur 3 continents. Voilà.
Ça résume pas mal. Nous, on en voit beaucoup des crises, puisqu'on est un cercle commercial, on en gère plusieurs en parallèle. Le RSSI est central. On a déjà eu un cas où l'entreprise, le COMEX, a décidé de virer le RSSI au milieu de la crise. Mauvaise stratégie. Il est responsable, c'est dans son nom, mais il est responsable surtout de la gestion. Il est là, il connaît ses équipes, et donc du coup, il est essentiel en temps de crise et il est essentiel après. On ne cherche pas de bouc émissaire, et un RSSI qui a déjà vécu la crise, il va prendre des meilleures décisions par la suite. Il va se faire aussi respecter, s'il a convenablement géré la crise, et souvent c'est le cas, il va se faire respecter de la part des équipes et de la part du COMEX. Et puis, ce qu'on voit à chaque fois, effectivement, c'est ce que disait Thomas, c'est que une crise, ça libère les budgets, ça libère les recrutements, et donc du coup, l'équipe grossit, elle devient enfin une équipe à taille raisonnable au prorata de la taille de l'entreprise, et puis les demandes, faut pas non plus demander la lune, mais on voit qu'il y a des choses qui avancent beaucoup plus vite, parce que l'objectif c'est ok, on s'est fait taper dessus une fois, on va éviter de se faire taper dessus une deuxième fois. Juste pour compléter votre première question, il y a deux choses que nous on constate. La première, individuellement, la crise est toujours révélatrice de ce que vous êtes, humainement parlant. Premier point. Et le deuxième point qu'il ne faut pas oublier en tant qu'entité touchée, je vais un petit peu plus loin, la manière dont vous allez gérer la crise est révélatrice de ce que vous êtes au quotidien aussi. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Parce qu'aujourd'hui, on peut très rapidement décrypter votre manière de communiquer, de faire ou de ne pas faire, ce que vous êtes vraiment. Et aujourd'hui, dans l'actualité, on voit beaucoup de commentaires, on voit beaucoup d'organisations qui, sur le fait de mal gérer une crise, est représentatrice de ce qu'ils sont au quotidien. Je ne vais pas donner d'exemple, vous les cherchez dans l'actualité, il y en a plein. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je suis là. Je vois que j'y cherche. Moi, je retiens énormément de choses de cette conférence, et encore merci pour ce témoignage-là. Je retiens qu'il y a énormément de besoins de communication avec un S, interne, externe, interpersonnel, de rouage, d'huile dans les rouages, de préparation. Enfin, ceux qui savent ce que je fais, vous comprenez que c'est ma passion aussi. Mais on sait aussi pertinemment que les bonnes volontés, vous l'avez dit vous-même, elles finissent par s'étioler, et que entre plusieurs crises, c'est là qu'il faut, entre chaque crise, c'est là qu'on se prépare. Donc ma question, elle est, est-ce que vous avez vu sur le terrain un peu comme on a, vous savez, quand il faut évacuer des plateaux, il y a un point relais à la finance, à l'RH, etc., qui seraient vos sponsors et vos relais, finalement vos infiltrés au sein des différentes équipes, parce que beaucoup auront la version du risque, mais peut-être que certains se diront, tiens, oui, je suis à la com, oui, je suis à la finance, oui, je suis à la RH, etc., je suis à la logistique. Je peux être utile à l'effort si jamais ça se reproduit encore. Et si oui, est-ce que vous les avez vus? Comment vous les identifiez? Comment vous faites en sorte qu'ils restent en compétences opérationnelles? Comment ça marche concrètement, ça, avec ces relais qui ne sont pas SSI, qui ne sont pas IT, mais qui vous seraient très, très, très utiles? Je vais vous dire, c'est extrêmement simple à dire. À faire, c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ce qui est compliqué avec l'être humain, c'est qu'il a du mal à sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce que quand on est en crise, par définition, on sort de sa zone de confort. Il faut être extrêmement explicite. On a besoin de vous parce que, et voilà ce que vous pouvez apporter dans cette organisation, dans cette équipe. Il faut qu'ils se projettent dans l'utilité qu'ils vont avoir le jour J. Oui, vous allez passer par telle phase. Oui, vous allez vivre ça. Oui, vous allez tomber sur des gens qui, à un moment, sont à côté de la plaque. Ça fait partie de la gestion de crise. La gestion de crise parfaite n'existe pas. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais du changement de posture. Vous allez commencer obligatoirement par l'individu. On a besoin de toi parce que. Et voilà ce qu'on attend de toi, et voilà ce que tu vas vivre. Et même ce que je vais te raconter, c'est même pas ce que tu vas vivre, parce que tu vas vivre peut-être de manière différente. Le fait de les préparer à cette bascule, ce qu'on appelle, nous, le changement de posture. Le jour J, ils arrivent, ça n'empêchera pas qu'ils sont dans la sidération, ça n'empêchera pas qu'ils sont dans le déni. Non, c'est pas possible. Ah si, c'est ça. Et que je suis en colère, oui, on a beau être en colère contre le monde entier. Ok, j'ai peur des conséquences. Tout ça, on connaît. Maintenant, comment on fait? Et on a besoin de toi. Et on passe par toutes ces phases. Et les gens que l'on forme, alors après, il y a il faut du temps, on disait, vous pensez qu'en 3 heures par an, on est capable de préparer ces gens-là?
Et surtout, faire du retour d'expérience de ce qu'ils ont vécu, pas bien vécu, c'est super important. On n'a pas assez parlé du retour d'expérience humain. On parle du retour d'expérience technique. Les équipes, il faut les prendre et comment tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu en retires? Et je vous répète, hein, c'est révélateur. Vous allez voir des gens qui vont se révéler et d'autres qui vont s'écrouler. Mais ça fait partie de la nature humaine. Je vous rappelle, hein, dans les entreprises, à différents institutionnels, vous prenez des gens dont ce n'est pas le métier en cellule de crise. Comment on fait? Eh ben, vous les préparez dans le temps, par des formations, par des échanges, plus que des échanges que des formations même. Voilà la réalité, voilà à quoi on doit vous préparer. Des exercices pour les mettre en situation, pas obligatoirement les mettre en état de stress, ils s'y mettent tout seuls. Leur expliquer qu'en travaillant en équipe avec des méthodes, hein, Emmanuel a parlé de méthodes, il faut parler des méthodes, voilà ce qui va vous aider, vous guider, et le cap que vous devez suivre. Et le chemin que vous allez emprunter, ça, on a repris l'image du marathon, de l'ultra-trail, tout ça, c'est exactement ça. Vous avez une ligne de départ, vous ne savez pas où se trouve encore l'arrivée. Mais par contre, on va y arriver. Mais ça prendra du temps ou pas. Et c'est ça qu'il faut faire passer. C'est un message extrêmement positif. Hein. Alors la banane, en période de crise, on dit, mais il est fou ce mec-là. Ben non, en avant. En avant, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. La clé, c'est l'individu. Hein. Alors après, il y a des technicités, des experts et autres. Mais c'est ça qu'il faut faire. Vous allez fédérer tout le monde autour d'un projet commun qui s'appelle votre gestion de crise. Merci Lilian. Une dernière question là-haut. Oui, bonjour à vous tous. Déjà, merci pour ce débat passionnant et très enrichissant. Ma question porte plutôt sur les PME. Je voulais savoir aujourd'hui, si vous avez ces informations, à quel point les PME aujourd'hui sont exposées à ces crises et à quel point elles font appel éventuellement à certains d'entre vous pour les gérer. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, à quel point les grandes entreprises sont impactées par ces attaques perpétrées contre les PME, ces PME qui sont souvent les prestataires, fournisseurs, etc., des grandes entreprises. Non, je n'ai pas de stats précises. Jérôme en parlait tout à l'heure en évoquant les JO de 2024 et de dire que même si on n'est pas impliqué dans les JO, une entreprise qui n'est pas impliquée dans les JO va potentiellement, il faut qu'elle s'y prépare parce qu'elle peut impacter d'autres entreprises qui, elles, sont impliquées dans les JO. Aujourd'hui, on a quand même une interdépendance entre les entreprises qui fait que si jamais il y a une entreprise qui est touchée par une cyberattaque, forcément, tout le B2B dans lequel elle s'inscrit va être impacté également. Alors, on constate peu de rebonds, nous, dans nos missions, là je parlais d'expérience de l'Expo, on constate peu de rebonds entre les entreprises. Une entreprise qui est ciblée, les attaques ransomware qui constituent quand même 80% de nos missions, c'est des attaques opportunistes, rapides. Il y a des cibles partout, et donc du coup, un attaquant, il va essayer d'élever ses privilèges au maximum, chiffrer, et puis passer à la cible suivante. Il ne va pas essayer d'aller cartographier avec exactitude tous les interconnexions que cette victime-là a avec ses clients et ses prestataires, mais elle va passer à une cible suivante, potentiellement un client et un prestataire d'ailleurs de sa victime précédente. Mais aujourd'hui, oui, les PME sont les plus ciblées parce que les grosses entreprises, eux, ont une maturité, ont les moyens, oui, mais ont aussi une maturité qui fait que ont des équipes et des experts qui sont déjà internalisés. On n'a pas évoqué tous les CERT qui existent, toutes les équipes de réponse aux incidents qui existent. Nous, on est un CERT commercial. Il y a des CERT internes dans les grosses entreprises. Une petite entreprise ne va pas s'équiper d'une équipe de réponse à incident pour un incident qui intervient une fois tous les 10-15 ans. On n'espère pas, mais bon, c'est à peu près les chiffres. Alors qu'une grosse entreprise va avoir plein de petits incidents quand même d'importance suffisante pour justifier une équipe. Et on a les CERT ensuite, les CERT publics, les CERT régaliens. Voilà, on a tout un écosystème de réponse à incidents qui est là aujourd'hui pour accompagner les entreprises françaises qui sont malheureusement la cible. Pas parce qu'elles ne mettent pas de budget forcément sur la cybersécurité, c'est simplement que ce n'est pas forcément leur priorité. Il n'y a aucun retour sur investissement à court terme. Tant qu'on ne s'est pas fait attaquer, on n'a pas perdu d'argent. Enfin, on a perdu de l'argent si jamais on investit dans la cybersécurité. Et puis également, il y a cet aspect de tout le monde est la cible et tout le monde, l'informatique est partout. Donc,
Si on se fait pas taper dessus, ça va être le voisin qui va se faire taper dessus. Parce qu'aujourd'hui, voilà, tout le monde a ses systèmes d'information, tout le monde expose un certain nombre de ressources sur Internet pour pouvoir travailler, et parce qu'aujourd'hui, le numérique c'est inscrit dans la culture d'entreprise, que ce soit l'auto-entrepreneur, la grosse entreprise ou la PME. Par rapport à la suite de votre question, quand on intervient, alors je regarde Vendry, on intervient régulièrement ensemble sur des crises, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, les PME, elles sont tout aussi touchées. Après, elles prennent pas toujours conscience du fait que ce qui est en train de leur arriver, c'est une cyberattaque. Ça, on le voit. Il y a encore une forme de déni. Il y a une prise de conscience, clairement, qui s'opère, mais qui est pas encore complètement là. Et donc, sur la suite de votre question, qui était, est-ce que ces entreprises font aussi appel à des services comme ceux qui sont ici? Encore assez peu, pour la simple et bonne raison déjà que bien souvent, ces entreprises ne savent pas forcément que ça existe. Des gens qui font ça, enfin ça on l'entend encore souvent, hein, parfois dans des tables rondes dans lesquelles « Ah, mais il y a des gens qui font ce que vous faites. Et nous aussi, on peut y avoir accès ?» Ben oui. Et alors que c'est précisément ces organisations-là qui ont besoin aussi de ces expertises complémentaires parce que dans certains grands groupes, chez les OIV, etc., il y a de plus en plus, même si les équipes sont parfois encore trop réduites, mais il y a quand même ces compétences-là qui vont avoir le réflexe aussi de se tourner vers d'autres, mais dans les PME, il n'y a pas forcément. Et donc là, ça prend vraiment tout son sens de s'entourer de ses partenaires, de s'entourer d'acteurs spécialisés, de s'entourer aussi parfois des acteurs institutionnels. Il y en a de plus en plus aussi qui font en sorte d'être de plus en plus adaptés aussi pour les PME. Et donc voilà, faut vraiment s'ouvrir. Et c'est vrai que ce qu'on observe souvent en crise, que ce soit une PME, enfin bien souvent une PME, c'est une sorte de repli sur soi qui est probablement le pire truc à faire quand on rencontre ce type d'événement. Thomas, le mot de la fin? Alors, c'est plutôt pour rebondir, effectivement, on a eu l'année 2020 était une année assez terrible pour la construction. Il y a plusieurs entreprises de construction qui ont été touchées par les cyberattaques. Et donc, pendant qu'on gérait notre crise, on était appelé par des confrères pour les aider dans leur crise. Et effectivement, certaines petites structures n'avaient pas le réflexe. Je me souviens d'une structure, au bout d'une semaine, ils nous appellent et on leur dit bah, nous, dès le premier jour, on a lancé le forensic. Nous, on ne les a pas encore appelés parce qu'ils n'ont pas ce réflexe. Et pour la deuxième question, effectivement, comment l'écosystème se fait toucher? Alors, étant touché, déjà étant pas forcément fanfaronnant, mais on devient très humble après ça. Donc, on essaie d'avoir de la bienveillance vis-à-vis de ses fournisseurs. On essaie de voir quelles sont les interconnexions. Des fois, on coupe. On attend un retour. Qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas? Toujours de la franchise et de la transparence. Et à partir du moment où on voit que c'est géré, que la machine est enclenchée, on réouvre. Mais il faut échanger, c'est ce qu'on disait, il faut faire ses rétextes, les méchants le font, il faut que nous aussi on le fasse pour que ce qui nous est arrivé serve à d'autres et qu'on puisse après créer un écosystème de confiance. Merci à tous pour vos interventions. Merci également à ceux qui étaient présents dans la salle et aux plusieurs centaines de personnes qui nous suivaient à distance. Le prochain petit déjeuner débat InCyber est déjà programmé. Ça arrive vite. C'est le 5 octobre sur les enjeux RH en matière cyber, dans le cadre notamment du mois européen de la cybersécurité. Et je vous remercie à nouveau tous pour votre présence. Bonne journée.